Bonsoir à toutes et tous. Simplement, on est heureuse de vous accueillir aujourd'hui au Métronome. Je vais vous donner quelques éléments introductifs. On a repensé avec Octopus, donc la Fédération des musiques actuelles d'Occitanie, notre cycle de la ressource. On l'a repensé sous la forme d'une rencontre qui s'intitule Tips and Tricks pour être au plus proche de vos problématiques, en vous apportant des conseils, des parcours d'expérience professionnelle. Et on espère qu'on répondra à toutes vos attentes. Donc, le Métronome voulait sincèrement remercier Octopus pour tout son travail au quotidien auprès du Métronome. On voulait également remercier Baro Elmar pour nous avoir permis de développer cette rencontre dans leur cadre de leur soirée de concert rap et pour essayer de créer une synergie autour de projets rap. Voilà, bonne conférence. Merci Vincent. Donc bonjour tout le monde. Voilà, donc moi je m'appelle Guillaume, je travaille à Octopus, comme vient de le dire Vincent, et je suis ravi qu'on puisse développer ce sujet avec vous. Moi à Octopus, je fais du conseil et de l'accompagnement aux porteurs de projets, entre autres choses. Octopus, c'est la Fédération des musiques actuelles en Occitanie, qui regroupe une centaine d'acteurs qui sont adhérents de la fédération, des salles de spectacle, des festivals, des studios de répète, des labels, etc. Et moi, dans le cadre du conseil que j'y mène, souvent, en fait, on a beaucoup de questions autour du développement des projets rap, c'est-à-dire comment ça se passe quand on débute, quand on est sur un territoire, quand on n'est pas à Paris. Et l'objectif de cette rencontre, c'est... moi, je fais pas de rap. Et pour répondre à ces questions-là, quoi de mieux que des personnes compétentes, des professionnels en activité, pour justement vous éclairer et répondre collectivement à l'ensemble de vos questions. Donc c'est dans cette idée qu'on a souhaité mettre en place cette rencontre. Là on a mis conférence, mais vous verrez, on va parler un petit peu, mais c'est surtout pour vous donner l'occasion aussi de poser vos questions. Donc il ne faudra pas hésiter, nous on va développer un petit peu quelques sujets, on va voir quelques diapos, on va parler de quelques chiffres, on va aller sur des sujets, mais surtout, voilà, si vous avez des questions, il y a un temps qui est prévu, vous aurez largement le temps de poser vos questions, donc il ne faudra pas hésiter, parce que c'est pour vous et pour répondre à ces questions que ce type de rencontre est mené. Donc, on va s'arrêter là sur le mot d'intro. Je remercie le métronome, bien évidemment. Et on va attaquer. Je remercie aussi l'équipe de Level Up qui capte la rencontre. Donc, merci à eux. Et je vous propose tout de suite d'accueillir nos 3 intervenantes. Alors, dans l'ordre, voyons voir. Pauline Regnault, Lisa Sani-Rodrigo et Julie Luga. Bonjour, asseyez-vous, vous avez des micros. Donc, voici pour le mot d'intro. Je vous propose qu'on fasse un rapide tour de table de présentation pour savoir un petit peu qui vous êtes, d'où vous parlez, quelle structure vous opérez, quels sont les différents projets. Et ensuite, on ira sur quelques éléments chiffrés pour qu'on puisse avoir une idée un petit peu de ce que représente le rap aujourd'hui en France. Mais d'abord, la parole est à vous. Julie, tu veux commencer ? Oui, bonjour. Ah, voilà. Très bien, mais ça me va. Non, mais je vais peut-être commencer. Tu commences. Comme ça, comme Timothée n'est pas arrivé, tu présenteras le rock, peut-être. Ok. Alors, Lisa. Donc, moi, c'est Lisa, mon associée Julie qui est là. On représente l'association Baro Elmar. On est une association toulousaine, on a un peu plus de 10 ans d'existence. On a commencé notre histoire par du développement artistique, du développement d'artistes. Au départ, on était transdisciplinaire avec une étiquette hip-hop, donc graffiti, danse et rap. Et puis petit à petit, le projet de l'asso a grossi. On s'est mis d'autres objectifs que le développement artistique. On a fait de la production, de la diffusion de concerts. Et depuis 6 ans, je crois que c'est ça, depuis 6 ans, on gère aussi le pôle structurant de musique actuelle, c'est comme ça qu'on dit. C'est une salle de concert, le phare à Tournefeuille. Et pour aller plus précisément dans le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, nous, quand on a repensé la salle, donc effectivement, c'est un lieu de diffusion, de concert. On s'est dit, c'est dommage d'avoir un outil avec un plateau et de ne pas réfléchir à un projet de boîte à outils créative et notamment de faire de cette salle non seulement un outil de diffusion, mais aussi un espace de création
pour les acteurs émergents, notamment du hip-hop, sur notre territoire. Parce que c'est vrai que, avec notre expérience de développeur artistique, trouver des résidences de création qui accueillent les acteurs émergents, c'était assez complexe à l'époque. Donc c'était un premier projet qui nous tenait à cœur. Et depuis 6 ans, on développe sur la salle un dispositif d'accompagnement qu'on développera peut-être tout à l'heure après, qui s'appelle la capsule, et qui est un dispositif ciblé pour les acteurs émergents, notamment à forte étiquette hip-hop pour nous, d'accompagnement. Et plus précisément encore, d'accompagnement scénique. Donc voilà, peut-être que ça, je développerai un peu plus tout à l'heure ce dispositif-là, la capsule, parce que c'est un dispositif expérimental pour nous. Ça fait 2 ans qu'on l'a mis en place. Et du coup, ça évolue, ça mute, c'est polymorphe. Et du coup, on a les retours aussi des gens qu'on accompagne. Et voilà, je pourrais peut-être en parler un peu plus. On avait dit 1 minute 30, je suis déjà t'es bien. trop. Très très bien sur les timings. Pauline, peut-être. Bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Pauline Regnault. Ça fait 12 ans maintenant que je travaille dans le milieu du rap. J'ai commencé en média chez Goom Radio, à soutenir notamment des dispositifs comme Rap Contenders, Buzz Booster ou encore End of the Week. J'ai monté un bel événement à l'époque qui était les 50 heures de rap non-stop. Je vous invite à aller voir des vestiges qui restent sur YouTube. Et ensuite, j'ai eu une expérience qui était plutôt côté industrie pure, en démarrant d'abord chez le plus gros indépendant qui est Believe Digital, où j'étais directrice artistique et label manager que des musiques rap, où j'ai fait des belles signatures, puisque premier contrat de Nino et premier contrat de L'Homme Pâle. Et ensuite, je suis allée travailler chez Polydor Universal, où j'ai occupé le poste de responsable marketing de tout le rap, donc inter-local. Et je suis restée là-bas 5 ans. J'ai eu l'occasion et le privilège de travailler avec des artistes qui étaient sur des courbes assez différentes, des artistes très en développement, notamment un groupe que peut-être vous connaissez parce qu'ils ne sont pas très loin d'ici, Nîmes, VSO, où je les ai vraiment aidés sur tout leur développement artistique, mais aussi avec des artistes très confirmés, puisque j'ai eu l'opportunité d'être avec Nekfeu, Escrew, This is la peste, Big Flo Oli, que vous connaissez très bien. Jamais entendu parler. Et pas mal d'autres, Caballero Jean Jass, etc. Et depuis 2 ans maintenant, je suis chez Red Bull France en tant qu'artist relation, donc en charge de vraiment toute la partie développement musique autour de la marque et des artistes. Et à côté de mon activité Red Bull, j'ai monté une société avec mon conjoint qui s'appelle RAG Music Services. RAG pour Regnault Ali Gabir, mon nom de femme mariée. Et petit clin d'œil à la typologie de la musique, la rag music, si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner, mais c'est assez rigolo. C'est l'époque où les Noirs jouaient pour les Blancs. Donc je vous laisse faire le petit clin d'œil. Et donc où on propose, comme le nom un peu l'indique, du label services, donc artistes ou labels indépendants qui ont besoin de conseils. Et un autre élément que je trouve important de vous transmettre aussi dans mon parcours, c'est que j'ai lancé une émission à titre gracieux sur Instagram qui s'appelle Le Débrief, que je fais en collaboration avec DFG, qui est un mec qui a une belle chaîne sur Twitch, pour le débrief arrière-salle, et où on propose d'avoir des retours, de donner des retours professionnels à des artistes émergents sur leur musique et quelques conseils marketing. Donc, comme c'est à titre gracieux, ça pourrait éventuellement vous servir un jour. Voilà. Merci. Effectivement, Instagram, j'étais tombé dessus. Beaucoup de conseils. Allez y jeter un œil. Julie, est-ce que ton micro fonctionne cette fois-ci ou pas ? Non. Non. Okay. Mais bon, je disais tout à l'heure que j'aime pas trop les micros. C'est pas grave, je vais faire un effort. Il a dû me sentir. Oups. Alors, c'est la valse des micros, mais vous inquiétez pas. Là, ça devient très compliqué. On s'organise, on va s'en sortir. Pardon. Alors, Julie. Bonjour, du coup, comme le disait Lisa tout à l'heure, je suis son associée dans la vie de tous les jours. Je travaille avec elle sur le projet de Barwellmar et du phare et du pôle structurant et de plein d'autres choses. Et je suis aussi ici coprésidente du réseau Hip Hop Occitanie. Coprésidente parce que avec moi à la présidence, il y a Ghislaine de Dastorm qui devait être présent aujourd'hui et qui malheureusement a un enfant qui a le Covid. Oui, ce n'est pas fini. Malheureusement, le retour.
Donc du coup voilà, du coup c'est moi qui représente Ghislain aujourd'hui et le réseau hip-hop de toute façon. Tout à l'heure il y aura le coordinateur du réseau hip-hop qui est arrivé, Timothée, qui sera enchanté de vous rencontrer à tous et qui aura un peu plus le temps de vaquer. Voilà. Donc On en l'idée. parlera aussi tout à l'heure du réseau hip-hop. Ouais, voilà. L'idée, c'était de vous présenter le fait que, entre guillemets, en Occitanie, en tout cas, on est en train d'essayer de structurer la filière. Et quand je dis la filière, c'est effectivement la filière autour des grandes disciplines du hip-hop, avec cette particularité d'être dans j'ai envie de dire, dans une esthétique où les gens font avant de... Enfin, au final, font par passion et du coup se retrouvent à faire, à grossir, à grandir, à apprendre plein de choses sur le terrain, à être hyper autodidacte et tout. Et donc, on a cette particularité d'avoir une filière professionnelle avec des super structures qui font plein de trucs, des compétences hyper larges, des gens hyper qualifiés. Et l'idée de la création de ce réseau, c'était de se mettre tous ensemble pour pouvoir échanger, aller plus loin, aller plus fort et porter justement un petit peu plus en avant la scène locale et permettre l'émergence des super projets qu'on a sur le territoire. Et donc voilà, de mieux accompagner des projets rap, de mieux les identifier, puis de pouvoir déjà en interne véritablement leur donner le bel essor dont ils ont besoin pour pouvoir après rencontrer les bonnes personnes au bon endroit. Voilà. Merci, présentation très complète. Alors on reviendra tout à l'heure aussi bien sur la capsule que sur différentes stratégies de développement que sur le réseau hip-hop. Voilà, tu l'as dit, Ghislain Nouguet de Dastorm devait être là, donc tu as expliqué les raisons. Il reviendra sur une autre date, on l'accueillera avec plaisir sur une autre conférence. Mais tout de suite, avant qu'on entre spécifiquement dans le vif du sujet sur le développement des projets rap aujourd'hui, on se disait que ça pouvait être bien qu'on projette quelques diapos pour que vous puissiez avoir une idée un petit peu de ce que ça représente aujourd'hui en France, le rap. Vous verrez plusieurs diapos autour de son évolution et aujourd'hui la place qu'il a. Donc c'est une étude qui est en ligne, que vous pouvez complètement consulter, qui est à disposition de tout le monde. Elle s'appelle L'impact du rap en France. Vous notez ça et vous le retrouverez forcément dans votre moteur de recherche préféré. Vous voyez, elle a été portée à l'initiative de Red Bull France, et donc je remercie Pauline, puisqu'en discutant tout à l'heure, j'ai appris que du coup tu étais aussi fortement à l'initiative de cette étude. Donc voilà, on ne s'était pas concerté, mais finalement on va reprendre les différentes choses qui sont incluses dedans, donc en partenariat avec la SACEM. Donc c'est une étude qui propose de comprendre les modes d'écoute et de consommation d'une musique et d'une culture. Alors, il y a une cinquantaine de diapos. On ne va pas voir les 50 diapos, on va en sélectionner quelques-unes, mais je vous invite à aller les lire. Donc, alors, on va passer sur peut-être la partie introduction. Moi, c'est quelques chiffres que je voulais vous donner. Ici, on n'est pas spécifiquement sur les musiques urbaines ou le rap ou le hip-hop, on est sur une diapo qui vous présente une évolution du marché français de la musique enregistrée, et elle sert à illustrer ce qu'on a appelé un changement de modèle. Vous voyez, la toute première barre de 2002 est entièrement constituée de ventes physiques. Le jaune, c'est l'apparition du numérique, et vous voyez, donc évidemment, il y a la chute du disque, hein, on ne va pas vous refaire l'histoire, vous la connaissez, et vous voyez que le numérique commence peu à peu à prendre de la place, et en 2020, le numérique, en termes de chiffre d'affaires, commence et dépasse même largement le physique. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à noter, notamment dans le cadre de la réflexion autour du développement des projets. Pensée numérique, bien évidemment. Ici, vous voyez voilà, l'évolution de la part numérique dans le chiffre d'affaires de la musique enregistrée. Ça réillustre ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, on est vraiment sur une diapo qui, c'est inscrit, hein, vous montre finalement la dynamique qu'a amené le streaming sur le chiffre d'affaires global de la musique enregistrée. C'est-à-dire que le numérique a... le streaming notamment a participé à reconstituer la valeur d'un marché qui s'était écroulé avec la crise qu'il a connue. Cette évolution a notamment été entre guillemets déclenchée par les musiques urbaines. C'est ce que nous apprend le SNEP notamment, qui classe tous ces chiffres, qui étudie tous ces chiffres d'affaires et ces chiffres de vente.
Ici, vous avez quelques exemples du nombre d'albums hip-hop dans le top 20 de 2017, 2018, 2019, 2020. Vous voyez que ça reste quand même assez... voilà, ça se positionne là. C'est un peu incontournable. En 2020, 11 albums de hip-hop étaient dans le top 20 des albums. Bon, alors les certifications, on va pas vous faire le détail, mais quand même les chiffres dans le rap, c'est aussi important. Je crois que c'est Vald qui disait on regarde pas l'homme, on regarde la carrière, quelque chose comme ça, très dernièrement. On regarde les chiffres. Voilà, vous avez les certifications et vous avez illustré ici les différents headliners. Et par exemple, on vous dit qu'en 2020, par exemple, 2 triple platines étaient des artistes de hip-hop, 2 sur 2. 6 sur 9 en diamant étaient des artistes de hip-hop. Donc ça vous montre l'importance qu'a pris le rap en France dans l'industrie. Et donc les dernières stats en bas, en 2020, 67%, c'est le pourcentage c'est le pourcentage total d'albums hip-hop certifiés sur les 100%, donc les 30 et quelques restants étant de la variété et autres. Une des dernières, rapidement, ici vous avez une distinction par style. Électro en premier, pop, rock, urbain, variété. Avec en rouge, vous avez le streaming, en jaune, vous avez le physique, et une espèce de orangé, vous avez le téléchargement légal. Ce qu'on peut voir sur une spécificité de l'urbain, c'est que déjà, ça représente très très peu de téléchargement, c'est à peine 1%. La vente physique est à 12%, même si je suis quand même assez curieux de voir avec les ventes des derniers et les certifications là, qui sont sorties, si ça peut inverser ou pas les tendances. Mais en tout cas, ça nous montre que le modèle du streaming est extrêmement présent, notamment en rapport à d'autres esthétiques comme le rock, la pop ou même les variétés. Ouais, les variétés, c'est inversement proportionnel, c'est à peine 17%. Donc il y a... voilà, quelque chose comme ça de l'ordre du... enfin, en tout cas, pour vos développements, streaming, hein, bien évidemment. Oui. Ouais, alors tout dépend des modes de classement, mais dans l'urbain, on y met le rap, on y met le reggae, on y met le R&B. Ouais, tu veux préciser ? En gros, pour vous expliquer sur la classification, on est parti d'une base très saine, en tout cas mesurée, à savoir la classification iTunes. C'est que obligatoirement, tu sais, tu dois définir un genre précis lorsque tu fais tes livraisons, et donc on s'est basé sur cette classification-là pour être en phase avec le marché. Ok. Donc n'hésitez pas à poser des questions. On vous fera passer un micro. On vous fera passer un micro, il n'y a pas de souci. Voilà, pour illustrer aussi, là on est sur l'année 2020 qui est précisée comme étant éclatante pour le hip-hop. Donc vous avez ici les classements 2020 des titres communiqués par les plateformes, et donc que ce soit Spotify, YouTube, Deezer ou iTunes, c'est 100% hip-hop sur les top, voilà, les top artistes. Voilà, j'ai pas forcément envie de vous abreuver de chiffres, Pardon ? Non, je dis l'étude est super intéressante. Alors voilà, l'étude est extrêmement intéressante et effectivement, on pourrait passer beaucoup de temps à détailler chacune des diapos, mais voilà, ça va pas être l'objet. Oui ? Alors on va vous faire passer peut-être un des micros pour les questions. Non, mais vu que c'est capté, en fait, on en a aussi besoin de savoir et d'entendre quoi, pour tout le monde. Alors 2 secondes, petite manip, tu t'en occupes ? Merci Vincent. Hop. Ok. Donc ça arrive. Donc on fait comme ça dorénavant, ça vous va ? On fait passer les micros ? Ok. Oui ? Oui, c'était juste parce que là, les courbes que vous nous avez montrées étaient calculées en chiffre d'affaires. Or, le streaming fait gagner beaucoup moins d'argent que le physique. Donc en termes de volume, les courbes doivent être encore plus impressionnantes. Parce que là, En volume d'écoute ? Oui, ouais. Je pense. Parce que là, on sait tous que le streaming rapporte moins que le physique. Et qu'à mon avis, la variété, avec son 80% de physique, elle s'en sort mieux au calcul final. Et là, les courbes étaient basées sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire ce qu'on dégage.
Et à mon avis, on dégage beaucoup moins du Alors, streaming, donc ça doit être... D'autant plus que les rémunérations des streams, vous savez, sont pas les mêmes en fonction aussi des différentes plateformes, etc. Mais je crois qu'il n'y avait pas assez de place sur les diapos pour mettre le truc. Donc, bon. En gros, ça a été ramené, tu sais, à ce qu'on appelle l'équivalent de vente. Donc, c'est-à-dire comme si en équivalent, donc chiffre d'affaires, tu avais 1500 streams, quoi, en gros, pour faire le ratio. C'est le Snap qui applique ces méthodes-là, et c'est notamment cette méthode qui est appliquée pour la certification des disques, et effectivement comment comptabiliser du stream en certification qui équivaudrait à une vente physique. Donc c'est exactement cette méthode-là qui est appliquée. Donc je propose qu'on... Allez, on va... Petite magie, regardez, hop, c'est beau, magnifique, on revient là-dessus. Donc voilà, après avoir diffusé ces quelques diapos, l'objectif c'est de vous montrer que le rap aujourd'hui, vous savez déjà que la musique c'est l'air qu'on respire. La musique, il y en a partout, tout le temps, à tous les endroits. Le rap aujourd'hui c'est la même chose, il y en a partout, tout le temps, à tous les endroits. On n'a pas vu les diapos sur la diffusion, les festivals, etc. Mais ça arrive également, et le fait est que il y a énormément de projets, étant donné l'omniprésence de cette musique, et vous le savez, beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et c'est l'enjeu justement des conseils que là on va essayer de donner. On ne vous dit pas que vous allez être demain, après cette rencontre, bien évidemment signé à droite à gauche, mais ce qui est intéressant, c'est de démystifier un petit peu tout ça et de voir un peu de l'intérieur comment ça se passe. Donc avant qu'on attaque le vif du sujet, moi je souhaiterais déjà voilà, ces diapos, vous en pensez quoi, à part ma petite analyse là de mon côté? Ça correspond selon vous assez bien à une réalité tangible que vous ressentez? En tout cas, on la voit sur les publics, Ouais. parce que nous, on a à fois la double casquette diffusion de concerts et développement artistique. Et c'est vrai qu'en tout cas, sur le nombre de concerts de rap sur les 5 dernières années, bon, on va dire qu'il n'y a pas eu le Covid, mais c'est en explosion par rapport à 5 ans. Sur le nombre de concerts, en tout cas sur notre territoire, de typologie, on va dire, urbaine. Et après, surtout, sur le territoire aussi, parce que nous, on est jury dans des tremplins, on accompagne des groupes, on suit toutes les esthétiques, normalement. Et là, on a un flot de groupes, de groupes émergents, vraiment rap, qui vient frapper à notre porte depuis 2 ans, qui a, je sais pas, on va dire au moins triplé, quoi. Vraiment. C'est en tout cas sur les pratiques au niveau du territoire, le nombre de groupes qui sont en création a triplé, quoi. Juste pour donner une notion, donc on est jury Buzz Booster sur l'Occitanie et on accompagne du coup le tremplin depuis plusieurs années. L'année dernière, on a eu 70 candidatures et cette année, on en a eu 140. C'est ça qu'il faut. Trop bien. Le double. Trop bien. Ça fait 2 fois plus de plaisir à écouter tous ces projets. Oui. Je propose qu'on monte dans le vif du sujet. Justement, vous parlez de Buzz Booster et donc en fait des groupes qui viennent proposer leur musique à un jury pour aller sur un dispositif. Mais du coup, ça nécessite un dossier, c'est-à-dire que vous demandez du son, de l'image, etc. Quand on démarre, quand on est un artiste émergent, rap, vous, en tant que professionnel, c'est quoi le premier truc que vous regardez chez un artiste qui vous sollicite ? Le tout premier truc. Je vais prendre la parole juste au départ. Je pense que pour nous, en tant que professionnels, il y a 2 entrées. C'est les réseaux sociaux, c'est-à-dire une veille. Ouais. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se passe, etc. Et après, c'est effectivement accueillir les groupes. Souvent, nous, on accueille tout le monde. Je vais le dire là, c'est pas bien. Mais on fait une espèce de petit diagnostic avec les gens qui nous contactent. Franchement, on essaye de répondre à tout le monde. Ça nous prend énormément de temps et on le fait. Donc c'est vrai que les gens qui nous contactent, c'est pas dans le mois, mais on essaie de rencontrer tous les groupes qui nous contactent. On écoute d'abord avec eux ce qu'ils ont à nous proposer, et après on les fait basculer en studio et on écoute en live avec eux aussi. Et on fait des retours. Ouais. D'accord. On a 2 démarches live. différentes. Okay. Parce que tout le monde n'en est pas à la même étape, surtout dans le collectif qui accompagne le projet, je vais pas dire les pros. Mais dans les collectifs, souvent, ils ont un pote qui fait de la vidéo, ou etc., etc. Donc, tout le monde n'est pas au même niveau, en tout cas, de production et de création, même à l'état d'émergence.
Et donc, nous, quoi qu'il arrive, même si tu n'as pas clippé, c'est pas grave, on va écouter, on va se poser avec toi, etc. Donc il y a quand même cette écoute. Ça veut dire que ce qui est considéré en tout premier lieu, c'est le projet, sa singularité en fait. C'est la musique, c'est la singularité du propos, c'est Ben, j'ai envie de te dire, c'est la base. Parfois ça peut être intéressant de le repréciser. Non, mais c'est vrai que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Nous, on fonctionne comme ça. C'est-à-dire que tu n'as pas clippé, c'est pas grave, on va se poser, on va écouter avec toi. Après, tout le monde ne fait pas comme ça. Mais nous, oui. Et puis après, comme on est dans les jurys, etc., bon, là, effectivement, il y a toujours de l'imagerie qui arrive très, 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 très rapidement. Donc ça, peut-être à voir avec toi aussi, comment tu reçois le groupe émergent, quels sont le premier contact qui est entre vous et nous. En tout cas, chez Barreau Elmar, ça peut être le premier contact physique, le coup de téléphone, les rencontres dans les formations. Là, je vois quelqu'un que je reconnais. Il n'y a pas un biais pour contacter un professionnel. Voilà, on est des humains, on peut être là, à un concert, dans un bar, ici. Et je pense que la première démarche doit être individuelle, d'individu à individu, d'humain à humain. Et si tu n'as pas clippé, si tu ne sais pas où tu en es, si tu en es à ça de ton écriture artistique ou quoi que ce soit, nous, en tout cas, sur de l'émergence, on essaiera de faire l'effort d'écouter, de te dire, là, tu n'es pas prêt, là, c'est trop frais. Mais en tout cas, pour moi, l'écoute, c'est le premier point. Voilà. Ok. Moi, justement, si tu veux réagir là-dessus, sur la singularité des projets, parce qu'on le disait tout à l'heure avec les différentes diapos, il y a énormément de rap partout, et il y a aussi énormément de projets qui arrivent. Et moi, je me pose la question de est-ce qu'aujourd'hui, pour sortir du lot, il ne faut pas travailler sa singularité? Alors, moi, je dirais que, en fait, la première question qu'il faut se poser, ou vous poser, c'est de se dire pourquoi est-ce que j'ai envie de faire du rap? Est-ce que j'ai envie de faire du rap juste pour mon propre plaisir, pour moi, mes potes, être tranquille et pas viser une vraie carrière? Mais si vous décidez d'en faire une vraie carrière, là, ça nécessite vraiment, mais vraiment du travail, énormément de travail. Et en effet, le premier travail qui est à devoir réaliser, c'est vous poser la question, pourquoi moi plus qu'un autre? Quelles sont mes valeurs ajoutées individuelles à ma proposition musicale versus n'importe qui est aujourd'hui en place sur le marché? Ça, pour moi, c'est un peu votre point de démarrage. Pour quelle raison est-ce que je parle de ça? C'est que, comme Guillaume l'introduisait, c'est que aujourd'hui, le vivier, mais le nombre d'artistes, que ce soit en région, peu importe en fait, ceux qui en font juste dans leur chambre ou ceux qui en font à travers les concours, genre 1 minute de rap ou quoi, c'est un puits sans fond. Donc tout de suite, les premières questions, c'est pourquoi moi plus qu'un autre? Qu'est-ce qui fait que moi, je vais ressortir par rapport à n'importe qui d'autre? Et à partir de cette base-là, l'artistique, comme Lisa le disait, c'est la base de tout. Parce que l'image, c'est important, oui, mais vous faites de la musique, vous faites pas un spectacle vivant, je sais pas, juste à l'image. Ça doit être un ensemble et tout doit être cohérent. Et pour pouvoir coordonner l'ensemble de sa proposition artistique, à la fois audio, physique, j'ai envie de dire même sur vous, et visuellement à travers de l'image, clip ou autre, bah, ça se travaille et ça se réfléchit. Il n'y a pas de place, encore moins aujourd'hui, vu la concurrence, au hasard. Alors, peut-être pas au hasard, mais sans réflexion, ça ne va pas le faire. Et effectivement, et justement, alors cette singularité, cette réflexion autour de ce qui fait sens, ça peut passer par plein de choses. Ça peut être la technique, ça peut être les prods en elles-mêmes, ça peut être l'interprétation, ça peut être énormément de choses. C'est un univers. Il faut vraiment que vous ayez travaillé votre univers artistique individuel. Et alors ça, comment on fait? On se compare? On se compare aux autres, on regarde ce qui se fait, on essaie surtout de pas refaire pareil? Ah, bah, en fait, moi je dis une phrase assez souvent, mais je dis quel est l'intérêt d'être le leader prize d'un Leclerc? Sincèrement. Ça me plaît. Bah, disons que c'est très imagé, mais c'est réel. Aujourd'hui, en effet, vous allez me dire, ouais, il y a des artistes, ils arrivent à pop alors qu'ils ressemblent énormément à un autre artiste. Très bien. Mais est-ce qu'ils vont durer? Exactement. Et moi, en tout cas, je vous encourage à faire, vu
certainement les différents stades, mais là, a priori, on s'adresse à des gens qui sont vraiment émergents, c'est cultiver votre singularité. Vraiment. Donc, moi, j'insiste à 200% sur ce point-là, parce que c'est de cette manière-là que, plus tard, que ce soit une structure comme la capsule ou un label, il va recevoir votre proposition et vous allez lui taper dans l'œil parce que vous êtes différent. Oui, vas-y. Oui, excusez-moi, comme on est en production, du coup, je cours un peu partout. Juste, je voulais dire par rapport à ça et par rapport au fait que tout à l'heure, je disais, voilà, sur le Buzz Booster, cette année, on a eu 140 projets. Sur les 140 projets, on a eu énormément de projets qui se ressemblaient, mais vraiment énormément de projets qui se ressemblaient. Et du coup, on est très content d'avoir 140 projets. Et en même temps, je suis hyper d'accord avec ce qu'elle vient de dire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est là, on entend les mêmes types de textes, les mêmes types de placements de voix, les mêmes types de prod, même on voit les mêmes types de clips, au même type d'endroits, qui veulent dire les mêmes types de choses. Du coup, c'est très difficile. Et je pense que la réalité de l'artiste rap, comme de tous les artistes en fait en règle générale, mais comme il y a une hype sur le rap, on a l'impression que c'est plus facile ou qu'en tout cas ça peut pop-up plus vite, comme elle dit. C'est pas faux, mais c'est pas vrai non plus. Voilà. C'est-à-dire que pour s'imposer, il faut vraiment arriver à créer quelque chose. Et aujourd'hui, on le voit bien, les artistes qui arrivent avec le 2e ou 3e album, et déjà, on a l'impression qu'on les découvre alors que souvent ils travaillent depuis longtemps et ils ont réussi à imposer concrètement tout un univers qui leur est propre. Même s'il est dans la veine d'eux, etc., il n'est pas forcément en symétrie totale avec l'autre projet. Et c'est hyper intéressant. Et c'est ça que clairement on finit par rechercher. Voilà. Quand on écoute ça toute la journée, parce qu'on écoute du son toute la journée, il ne faut pas se tromper, on finit par avoir l'oreille qui accroche sur le petit truc qui fait la différence. Et ça peut être un timbre de voix. Là, ce soir, on a Benjamin Epps, on voit bien qu'on parle d'un timbre de voix, par exemple, clairement. Après, d'un flow et d'une façon de plein de choses. Mais je veux dire, le mec, il a une signature vocale de fou. Voilà, il y a des petits trucs comme ça. Ça peut être le beat, ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être un côté plus punk. Là, on revient vers les années 90. Ça peut être un côté plus musical aussi. Enfin, il y a plein de choses qui sont à prendre en considération et qui ont tendance à être un peu gommées parce qu'on est sur le fait de travailler chez soi, dans un studio, et qu'on a l'impression que ce qui marche, c'est ce qui plaît parce que ça vient, c'est du miel, ça caresse l'oreille. Mais au final, c'est pas forcément ça qui reste et qui fait la diff, quoi. Donc n'hésitez pas, et je suis absolument d'accord avec elle, à essayer de travailler votre différence, ou en tout cas à vraiment savoir ce qui vous différencie de l'autre, pour le mettre en avant, en fait. Ça, c'est juste par rapport à ça, je rebondis. Je vais essayer d'être claire dans mon propos. Dans les musiques actuelles, en tout cas dans l'éducation musique actuelle, à la différence, par exemple, des arts plastiques ou du théâtre ou du cinéma, il y a des écoles qui te forment. C'est-à-dire, tu peux aller au cours Florent, tu peux aller au conservatoire, tu peux aller aux Beaux-Arts. Tu as 16, 17, 18, 20 ans. Tu te formes, tu as un bagage, des outils. Et à la sortie de cette école, de cette formation, on t'apprend à dépasser ça. En fait, on t'apprend à te construire artistiquement par des outils communs. Et à la fin de ton cursus artistique, tu trouves, normalement, tu es censé avoir un acteur, il sort du conservatoire, il a sa patte, il a sa voix, il a sa diction, tu vois. Et c'est vrai que dans les musiques actuelles, c'est un secteur, encore plus dans le rap, hyper autodidacte. Tu te lances tout seul, tu n'as pas d'outils, tu n'as pas de cours, tu n'as pas de formation. On ne t'apprend pas, en fait, à trouver ta singularité. Quel est le chemin pour être moi? On ne te l'apprend pas artistiquement. Et ça, c'est hyper complexe, mais à la fois hyper intéressant artistiquement. Parce que tu as une liberté que tu ne vas pas avoir, parce que souvent, on te dit dans les écoles, ils sont tous formatés, ils ont tous le même timbre de voix, tout ça. Donc, à la fois, c'est quelque chose qui peut être complexe parce qu'il faut que tu te cherches tout seul. Il faut que tu te définisses tout seul artistiquement. Tu n'auras pas de mentor, tu n'auras pas de prof, tu n'auras pas d'accompagnant, tu vois, artistique. Et à la fois, c'est d'une richesse et d'une liberté de construction personnelle qui est géniale. Donc, c'est assez ambivalent, mais je trouve cette question hyper pertinente parce que le pourquoi de la table ronde, comment on fait quand on est acteur émergent, le mec du conservatoire, il ne se la pose pas. Il sait ce qu'il doit faire pour se professionnaliser. Et ça, c'est un truc typique, en tout cas dans le rap, je trouve, qui est à la fois complexe, parce que du coup, tu ne sais pas où aller chercher, et à la fois, dans ta construction de ta personnalité artistique, ça te donne un champ des possibles que d'autres n'ont pas. Donc, ouais.
Et j'ajoute juste une chose, c'est que c'est hyper important d'être capable de s'auto-évaluer en toute objectivité, de prendre un tout petit peu de recul sur ce qui est fait artistiquement et de savoir se positionner. Alors ça peut paraître être très marketing, mais sauf que faut jamais oublier, on se parle d'industrie musicale. On se parle pas de... Enfin, c'est une industrie. Donc comme toute industrie, ça doit être aussi traité par le biais du potentiel d'exploitation. Ah, 1, 2, 1, 2. Un, deux, un, deux. Je crois que le mot industrie a fait Grave. tout le système a bugué. Les papillons bleus se sont envolés. Alors on reprend tout depuis le début, ok? Alors bienvenue à cette... Non, pardon. Non, par contre, on va peut-être récapituler un tout petit peu pour la vidéo ce qu'on disait au moment de la coupure. On s'était arrêté à industrie. Et ensuite, on a fait pshhh, mais on a quand même développé quelques arguments et concepts autour du positionnement des artistes rap. C'est-à-dire qu'on a parlé alors de positionnement marketing. On a parlé d'avoir du recul sur sa proposition artistique et d'être en capacité de savoir à qui on s'adresse et comment, mais aussi de la nécessité parfois, une fois qu'on a ce positionnement, de se permettre quelques pas de côté. Également au-delà de ça, de l'entourage professionnel, c'est-à-dire on fait tout seul, mais voilà, il y a énormément de choses à faire, ne serait-ce que du son, du clip, etc. Et on parlait de la nécessité de s'entourer de tout type de professionnels. Donc on a évoqué des producteurs, on a évoqué les managers, on a évoqué voilà, tout un tas de métiers. On peut reprendre les micros du coup, tourneur. Voilà, c'est un petit peu voilà, ce qu'on évoquait. Ah bah tiens, tu reviens, on vient d'avoir une magnifique coupure, on a eu 5 minutes de blanc. On en arrivait finalement sur la partie entourage professionnel et notamment comment se faire connaître. Peut-être. Alors, on est en région, on n'est pas à Paris, donc c'est quelque chose à prendre en compte dans la manière dont on essaie d'être repéré. Mais justement, comment se faire connaître une fois peut-être qu'on a cet entourage et qu'on est en région. Et du coup, pour ça, Julie, si tu veux bien peut-être parler 2-3 minutes de Buzz Booster et du rock. Ensuite, peut-être Lisa, on parlera de la capsule. Ensuite, Pauline, peut-être tu nous parleras également de ton expérience là-dessus, puisque tu le disais tout à l'heure, tu as travaillé aussi avec des artistes en région. Et ensuite, vu qu'on aura quand même pas mal parlé et qu'il y a eu ce petit temps de coupure, on veut aussi que vous ayez le temps de poser vos questions. Donc après tout ça, on fera passer un micro et voilà, n'hésitez pas à poser des questions pour vos projets. Donc, Buzz Booster, déjà comme premier moyen sur le territoire de se faire connaître. Oui, un des premiers moyens, mais en tout cas, véritablement une vraie porte d'entrée. En fait, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un dispositif national, enfin c'est un tremplin national qui est porté par on va dire des entités associatives sur le territoire partout en France. Ici en Occitanie, il est porté par Dastorm justement, qui est donc une association un peu pluriforme comme nous, avec vraiment un cœur de métier, j'ai envie de dire rap, et qui est basé à Nîmes, en partenariat très proche avec la Casa Musicale à Perpignan, qui est un lieu au sein de véritablement en plein centre-ville et tout, dans les quartiers gitans, et qui fait un énorme travail sur la médiation et le rap. Voilà, c'est de là que viennent les mires, etc. Donc voilà, et depuis quelques années, nous avec Barreau Elmar aussi, ensemble, tous les trois, on participe à l'essor et au rayonnement de ce tremplin. L'idée, c'est, j'imagine que vous savez comment ça fonctionne un tremplin. En gros, on peut y trouver plein de côtés négatifs au tremplin et tout ça. C'est toujours un peu particulier de rentrer dans ce type de démarche. Mais il y a un côté vraiment très positif à l'inverse
se faire repérer et montrer du son, non, se faire écouter, se faire découvrir et envoyer des infos. Voilà, parce que derrière la réalité de ce type de tremplin, c'est qu'il y a, par exemple, sur une première écoute, il y a une dizaine de professionnels à l'écoute déjà sur les premiers projets. Et après, on se réunit tous, on écoute, on débat. Sur l'ensemble des projets. Alors bon, quand il y en a 140, j'ai quand même envie de vous dire que ça va très vite. Donc si vous comptez faire Buzz Booster, vous pouvez peut-être téléphoner à certains jurys. On n'est pas cachés. Donc vous pouvez nous identifier facilement. Les jurys, on dit qui sont les jurys. Il n'y a pas de secret en fait. On n'est pas dans un truc, voilà. On n'est pas dans un truc négatif. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire des retours sur ce qu'on a écouté, ce qu'on a entendu et tout ça sur les projets. Donc après, on est en jury d'écoute toute une journée, voire 2 jours en fonction du nombre de projets. On regarde, on écoute, on débat entre nous, on fait des sélections par rapport à ce qui nous semble être le plus abouti, le plus à même de travailler sur scène, etc. Puisqu'après, ça devient un tremplin live. Donc la partie spectacle vivant, le show, a une réelle importance aussi. Donc il y a une partie... c'est aussi la dichotomie souvent du rap, puisqu'on est devenu très fort en home studio, en travail... Alors que ce tremplin est un tremplin par la scène. Tu vois déjà l'enjeu qu'il y a derrière. Donc justement, je lisais quelques interviews de producteurs et productrices qui disaient que, en fait, pour sortir de, entre guillemets, la case artiste à clic, artiste à buzz, finalement, si on veut s'installer et durer, ça va aussi passer par la rencontre avec le public et donc forcément par la scène. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vient pas naturellement. On a tendance à travailler ses prods, son clip, son image et qui ne vient plus naturellement parce que avant c'était pas comme ça. Donc c'est vrai que avant tu te dévoilais sur scène. Tu te montrais d'abord à ton public en contact direct. Et le démarrage de la musique actuelle, c'est quand même ça. C'était quand même faire du café-concert, se montrer, faire découvrir son groupe et sa musique comme ça. C'est vrai que tout ça, ça s'est transformé. On l'a vu avec les schémas tout à l'heure. Mais aujourd'hui, enfin bon, après moi j'ai cette double casquette là. Je vous parle du buzz et du réseau, mais c'est vrai que je suis aussi complètement persuadée qu'on s'ancre dans une carrière professionnelle par le fait d'avoir développé un univers propre et d'être capable de l'amener à un public, que ce soit par le studio, l'univers visuel, etc., qui est hyper important aujourd'hui, on en est tous conscients, mais aussi par rapport à la scène. C'est-à-dire que véritablement, la différence et le gap pour moi qui fera que l'artiste il va rester, c'est que cet univers singulier qui est le sien, il va l'amener aussi dans son show, sur scène, à ressentir, etc. Qui est-ce qui a envie d'aller voir un show et de ressortir en se disant c'était tout pété, j'ai vu la même chose, que j'aurais dû rester chez moi, écouter Spotify, en fait, c'est nul. Du coup... Et en plus, j'ai payé 20 balles. Ouais, en plus. Ouais. Donc voilà, donc non, il n'y a pas d'intérêt, l'intérêt c'est vraiment de tout ça. Donc du coup, ce qui est intéressant avec Buzz Booster, c'est qu'il y a toute cette première partie d'écoute, d'analyse un peu de là où ça en est par rapport à là où ça en est. Ce qui est particulier avec ce tremplin, c'est que c'est un tremplin live, mais dans les jurys, on a plein de gens différents, ça peut être Pauline, ça peut être plein de gens différents, aussi de l'industrie. Donc à ce moment-là, on se confronte, nous par exemple, professionnels de la scène avec, et du rap sur scène, avec des professionnels de l'industrie, de l'édition, de la musique, des labels, etc., etc. Et du coup, ensemble, on réfléchit à qu'est-ce qui va faire l'artiste de demain et pourquoi lui, par exemple, il peut buzzer, il peut passer sur l'équipe d'après. Et après, on n'a pas le même prisme. On pourra, tu vois, en débattre avec Pauline. Mais nous, on prêche notre paroisse de développeurs d'artistes par la scène. Donc forcément, on va appuyer là-dessus. Alors que je pense qu'il y a d'autres logiques, d'autres stratégies de développement. Nous, c'est la nôtre. Et après, c'est des choix. C'est des choix personnels, artistiques. Moi, quelqu'un qui veut faire que du stud, il n'y a pas de problème aussi, tu vois. Enfin, je vais défendre aussi j'entendrai cette stratégie de développement. Après, dans la profession, comme partout, il y a des opinions et des voies de professionnalisation qui s'opposent ou qui s'opposent. Voilà, qui sont différentes, des visions différentes. Et c'est à toi, artiste, et c'est là que j'en appelle à ce que tu disais tout à l'heure, ton positionnement. Quel est ton positionnement artistique ? Qu'est-ce que tu veux défendre ? Comment tu veux le défendre ? Sur scène, enfin, tu vois, c'est des choses auxquelles il faut penser dès maintenant, en fait. En tout cas, dès que tu t'inscris au tremplin Buzz Booster, il faut vraiment en avoir la conscience. Parce que souvent, des fois, tu t'inscris, après, tu arrives sur scène, t'es mal. Parce que tu n'as pas intellectualisé, conscientisé le fait que tu vas devoir jouer devant une centaine de personnes et qu'en fait, tu n'as jamais mis les pieds sur un plateau.
Et c'est très très dur émotionnellement, au niveau de l'ego, c'est très très violent ce genre de dispositif. Donc quand tu es acteur émergent, que tu t'inscris à un tremplin et que voilà, tu es plein d'idées et que en fait tu prends une vieille claque en tremplin sur scène, c'est très violent. Donc, et ça permet d'avancer. Ça permet d'avancer, mais je pense que l'étape du positionnement, où tu veux aller, comment tu veux y aller, pourquoi tu veux y aller et où tu veux y aller, elle est super importante en fait. Et pour le coup, moi j'ai vraiment vu l'évolution de Buzz Booster et aujourd'hui il y a un niveau, mais c'est très très technique. Ce que j'aime bien, c'est que autant tu vois au tout début de Buzz Booster, parce que moi ça, enfin au tout début, en tout cas il y a ça y est, il y a une dizaine toi, ça d'années fait un moment. exactement. Mais typiquement moi quand pour la première année j'avais fait partie des membres du jury, on m'avait dit ouais alors Buzz Booster vraiment on est axé tremplin live, donc limite le potentiel des titres c'est pas trop ce qu'on va regarder en premier lieu. Okay. Sauf que aujourd'hui, et j'avoue j'ai hyper poussé justement Miloud etc à repenser la chose parce que eux me disaient on fait gagner des gens, ils gagnent l'édition nationale du Buzz Booster, mais en fait, derrière, le taux de transformation sur une vraie carrière, il n'y est pas. Et je leur ai dit, bah, moi, de mon avis, je pense que c'est parce que vous n'avez pas assez pris en compte le vrai potentiel artistique et du potentiel de vente des titres. Et c'est en ça que, du coup, aujourd'hui, l'équilibre, il est vraiment presque... Allez, pour ne pas mentir, on est quand même en majorité 60% sur la capacité live de l'artiste, mais quand même 40% aujourd'hui de la notation et du jugement se fait sur l'univers artistique et le potentiel artistique de développement de carrière de l'artiste. C'est aussi quelque chose qui est vraiment, entre guillemets, réfléchi en amont dès chaque région. Effectivement, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, des jurys qui descendent de différents univers. En fait, ce qui est intéressant avec le Buzz Booster, c'est qu'il y a tous les prismes du développement musical, etc., de l'industrie musicale. Tous les prismes et toutes les visions sont là au jury. C'est ça qui crée des super débats et qui est très compliqué, parce que même entre nous, on s'empaille, on n'est pas tous d'accord. Et puis, voilà, mais des fois, il y a des évidences, en fait. Des fois, il y a des grosses claques, et quand il y a une grosse claque commune, la plupart du temps, ça va aller vite, et ça peut aller vite et loin. Moi, ce que je retiens aussi, quand on est un artiste, qu'on veut émerger, et qu'en fait, on candidate à ce type de dispositif-là, c'est qu'on a aussi l'assurance d'être écouté. C'est ça qui est important. C'est qu'on a des professionnels autour de la table qui vont écouter. Et je me dis, par exemple, si on n'est pas sélectionné, est-ce qu'on peut solliciter un retour des professionnels présents pour justement savoir pourquoi on n'est pas sélectionné, et alors sans mauvaise intention de quoi que ce soit, mais juste dans une optique de travail, c'est-à-dire sur quoi je dois m'améliorer. Mais les gens le font. On peut Alors, on essaye de le faire cette année, par exemple, juste en Occitanie, pour vous dire quand même, parce qu'entre nous, on se prend la tête un peu. Du coup, on avait 140 projets, on était là, c'est pas possible de passer de 140 projets à 4 projets pour la finale Occitanie, c'est tellement dur même pour nous. On s'est dit, on va décider, parce qu'on a des salles et que machin, on va porter tout seul une présélection à l'intérieur de la sélection d'Occitanie. Donc on a fait une demi-finale Occitanie à la Casa Musicale là, cette année. Au final, on a retenu 10 groupes pour voir les 10 groupes, pour en sélectionner plus que 4 du coup. Franchement, ça a été, moi je le dis, alors après en plus je pense qu'il y en a dans la salle qui nous connaissent, qui savent que justement, comme disait Lisa, on essaye de vraiment respecter tous les groupes à tous les niveaux, et que même si on a des retours des fois qui sont difficiles, on essaye d'avoir des retours surtout bienveillants, objectifs et bienveillants, mais réels, quoi. C'est-à-dire, je vais pas te faire rêver si à un moment donné il y a tout ça à faire, il faut faire tout ça, sinon ça marchera pas en fait. Et si tu veux que quelqu'un te fasse rêver, va voir ton copain ou ta copine, mais moi je vais te dire plutôt la vérité, si tu veux avancer en fait, parce que c'est quand même des univers de travail absolus, et ça fait partie vraiment des discussions qu'on a avec tous les gens qu'on voit, c'est-à-dire d'abord tu viens chez nous, c'est comme si tu étais un petit jeune là qui veut faire du foot, carrière professionnelle, à un moment donné tu veux devenir un sportif de haut niveau. Ah, vous êtes un centre de formation en ouais, fait, moi ça je suis un centre de formation. Nous on a des très footballistiques. Ouais, nous on est football. Non, je vois on métaphore foot, rap, ok, on est bon. Non, mais c'est une vérité, c'est-à-dire qu'en fait il y a véritablement, si tu veux, tout ce travail un peu qui est lié
à la mentale, au travail, à la performance, au fait de se donner un chemin, d'être véritablement performant. Si tu veux marcher, si tu veux devenir un professionnel, il y a ces efforts à faire, tout comme on a tous un copain ou une copine ou machin qui a essayé d'être professionnel de sport ou quoi. On voit bien les efforts qui sont faits, on voit bien les moments où il y a une bascule. Et ça, c'est une réalité. Bon, bref, tout ça pour dire que je me suis perdue. Non, tout ça pour dire que du coup, il a raison, Guillaume. C'est hyper intéressant de postuler. C'est des endroits où forcément, on va vous dire des choses. Il y aura des retours. Des fois, les retours, ils sont peut-être difficiles à entendre. Je pense qu'il faut, quand on devient et quand on a envie d'être artiste professionnel, il faut être prêt aussi à s'ouvrir au retour. Parce que la réalité, c'est qu'on ne va pas te dire que des trucs sympas, comme l'entraîneur de foot qui ne va pas te dire que des trucs cool. À un moment donné, ça fait partie du truc. Et c'est un des endroits dans lesquels, en fait, ça peut être un accélérateur réellement. Et ça peut être aussi une vraie première pierre pour rencontrer les bonnes personnes qui vont avoir des vrais retours, qui vont vous mettre sur un axe de travail pertinent dans lequel, si vous travaillez correctement, vous aurez des résultats qui vous permettront de passer l'étape d'après, puis l'étape d'après, puis l'étape d'après. Alors, Voilà. c'est un peu ce que vous faites avec la capsule. Parce que moi, je suis persuadée que l'ensemble du développement se fait comme ça. Après, il y a des strates et des synergies qui viennent se mettre en corrélation. Voilà, ça va être la rencontre avec un éditeur, la rencontre avec un label, la réflexion de stratégie. Mais aujourd'hui, un projet, pour qu'il soit total, je pense, comme Lisa, que la scène est véritablement un très fort potentiel d'ancrage sur le territoire et tout. Enfin, pour moi, ça vient finir d'ancrer véritablement un projet dans une réalité professionnelle. Et en parallèle, ça vient rassurer aussi l'ensemble des acteurs qui sont autour, labels, éditeurs et tout ça, et qui peuvent, eux, porter et avancer sur une stratégie commune. Donc c'est une espèce de truc... Parce voilà. qu'on le dit, la diffusion fait partie du modèle économique de l'artiste et donc de son environnement professionnel. C'est un des moyens de permettre aux uns et aux autres de faire des retours sur investissement, de prévoir aussi un développement de carrière en fonction du potentiel de billetterie. Voilà, c'est un des... Ça, c'est des réflexions après qui sont menées en plus avec les labels, etc. Donc, c'est des réflexions stratégiques globales. Après, sur la professionnalisation, tous les métiers sont autour du projet. Je me posais la question, là, on a beaucoup parlé de Buzz Booster et donc, a fortiori, notamment donc, des projets émergents locaux. Bon, on a compris finalement la capsule, ce que vous faisiez dans la capsule, c'est tout ce que tu expliquais, tout ce que vous expliquiez, à part que je crois qu'il y a des outils spécifiques. Alors, je vais le réexpliquer. Ouais. Très très rapidement. On a mis en place ce dispositif il y a 2 ans. C'est un dispositif vraiment expérimental, donc il est amené à évoluer. Mais vraiment, au tout départ, c'est essayer en tout cas, d'avoir une vue, un contact avec les acteurs émergents rap sur notre territoire. Donc, on essaie d'élargir à Toulouse. Il y a des projets qui viennent d'Ariège, de la Rhodésie, tout ça. Ce soir, Raoul, ce soir, qui est là. Donc, vraiment, on essaie d'être d'abord dans une phase d'écoute avec vous. Donc, même si vous n'intégrez pas la capsule, quoi qu'il arrive, on vous répond. On prend un temps de rencontre avec vous. On écoute votre projet. Et après, nous, on a des studios de répétition. On descend avec vous en studio de répète et vous nous faites une petite presta live. C'est un petit exercice un peu difficile. Et suite à cet exercice, on prend le temps avec vous, on prend au moins 2-3 bonnes heures avec vous pour échanger ce qu'on a ressenti émotionnellement, artistiquement et professionnellement. À la suite de ce premier diagnostic, soit on vous dit, comme dit Julie, on vous fait des retours, écoute, ton étape de travail, elle n'en est pas encore à basculer à une expérience scénique ou à autre chose, il faut que tu travailles ça, reviens nous voir plus tard. Soit on se dit, bon ben là, il y a quelque chose à faire, pourquoi pas préparer un tremplin, pourquoi pas préparer une première partie, se mettre un objectif commun et des étapes de travail. Et dans ces étapes de travail, dans la capsule, il y a un volet environnement du spectacle où on va faire des masterclass, on va t'expliquer c'est quoi l'édition, les labels, on va te présenter des professionnels, on va t'expliquer l'intermittence, les modèles économiques, la production. Ça, c'est un premier volet. Et surtout, un deuxième volet, nous, on appelle ça l'expérimentation scénique, c'est-à-dire on va construire ensemble une première expérience par la scène. Ça ne veut pas dire que tu vas ressortir de la capsule et que tu vas
tu vas faire des shows de ouf, mais on va t'expliquer quels sont les enjeux pour toi, pour ton projet sur la scène. Et pour ça, on fait des résidences de création, du coaching scénique, des cours de chant. Voilà, on a tout un panel individualisé qu'on prend le temps de co-construire avec vous. Alors, on n'a pas beaucoup de projets en capsule parce que c'est des volets d'heures conséquents pour faire ce travail-là, mais on essaie d'avoir 2, 3, 4 projets à l'année qu'on accompagne. Et tous les projets qu'on a accompagnés, ils ont quand même un peu cartonné. Donc, on est content sur, en tout cas, le devenir des projets quand ça vient C'est-à-dire chez nous. que vous les accompagnez aussi vers des signatures ou vers à rencontrer un entourage pro, c'est ça? Tout à fait. Donc, du coup, vous montez à Paris, tout ça. Oui, eux, en fait, nous, on est vraiment un facilitateur. On reste à notre place. Voilà. C'est ça que je voulais que tu dises. C'est Parfait. ça. Nous, on n'est pas là pour gérer ta carrière ou je sais pas quoi, ou vouloir faire du 360. Nous, on est vraiment... vous êtes une petite larve et on vous... devenez un petit papillon. C'est l'idée. Non, en fait, ce qu'on veut vraiment, c'est vous amener à vous découvrir artistiquement et prendre la mesure du travail qui vous attend. Non, tout à l'heure, tu disais, il y a... En fait, en tout cas, avec la capsule, il y a ce côté, effectivement, un peu, pas centre de formation, parce que ça voudrait dire que tout le monde peut y arriver. Mais au final, quand on connaît un peu le sport, on sait que tout le monde n'y arrive pas. Et dans l'idée, c'est un peu T'es ça. très foot, toi. Non, mais oui, c'est mon ok. côté... désolé, je suis rap et foot. Ok. Tout ce qu'il faut. Ok. Il n'y a pas de mec, mais il y a Julie. Ouais, c'est ça. C'est pas grave, on s'en fout. Du coup, non, voilà. L'idée, c'est d'être un petit centre de formation, pas forcément un rapporteur d'affaires. Par contre, après, quand on croit vraiment au projet, vu qu'on est au bon endroit au bon moment et qu'on est aussi souvent interlocuteur de plein d'autres interlocuteurs du réseau national rap et du réseau, par exemple, Occitanie, hip-hop et compagnie, forcément, si on a kiffé, forcément, si on est en travail avec vous, forcément, si on vous accompagne, à un moment donné, on parle de vous, on vous met en avant. Et voilà. Et normalement, les gens qui travaillent avec nous, leur travail, c'est d'être curieux. Donc, ils écoutent, ils regardent aussi. Et voilà, les choses se passent comme ça quand même. Ça marche. Et moi, ce que je trouve juste hyper intéressant, parce que souvent je croise des artistes énormément qui vivent en province et qui me disent « Ouais, mais moi je suis pas de Paris, donc c'est encore plus dur. » Et en fait, bon, déjà ça me rassure pour tous ceux qui sont là, parce que vous savez où vous avez toqué, à quelle porte cet après-midi, vous êtes au bon endroit. Mais peut-être plus pour ceux qui vont regarder cette vidéo, je vous le souhaite en tout cas, vous avez compris, c'est ici que ça se passe. Et en région, ce que je trouve très fort, et notamment Occitanie, parce que malheureusement, je ne connais pas du tout comment chaque région est structurée, mais je trouve que ici, vous avez plein d'outils, plein de personnes qui sont à votre disposition, ouverts pour recevoir et vous aider, en fait, tout simplement. Et donc, moi, quand j'entends « Ouais, mais c'est dur, je sais pas comment faire », déjà, je dis « Regarde autour de toi », parce que c'est prioritaire et primordial d'être en mesure de, encore une fois, s'évaluer et se dire « Ok, là où j'en suis dans ma carrière et en termes de développement, je commence d'abord à l'échelle locale, j'essaie d'être fort dans ma région, de représenter ma ville, mon quartier, ma région, pour ensuite, en fait, gagner en connaissance, en expérience et en professionnalisation, pour ensuite espérer aller toquer à la porte des nationaux, peut-être dans des gros labels que vous connaissez, dans les différentes maisons de disques major ou indépendantes, mais en passant déjà marche après marche et pas à vouloir sauter tout de suite dans le vide et se dire « let's go, j'y vais », vous allez essuyer là, si vous faites ça, soit des refus, soit pire, l'ignorance. Et être ignoré par un professionnel de l'industrie, ça fait toujours mal à l'ego. Donc, pour vous éviter ça, professionnalisez-vous d'abord en région. Vous avez de la chance. Il y a des outils, des personnes qui sont là pour vous. Let's go. Ça fait plaisir ce que tu viens de dire. C'est cool. Sur ces bonnes paroles, justement, je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Alors, je vous explique comment on va faire. Je vais passer avec le micro, vous levez la main. Peut-être vous présentez, tout simplement, et vous posez votre question à notre panel qui fera le nécessaire en tout cas pour y répondre. Alors, je m'occupe de ça. Tu t'en occupes, Vincent ? Ok, alors on a un premier passage qui est là. Merci. Oui, j'avais une question concernant le dispositif capsule. C'est peut-être une
question bête entre guillemets, mais c'est mon esprit cartésien qui veut ça. Mais vous n'avez pas du tout parlé du financement en fait. Comment parce que je pense pas que ce soit gratuit non plus. Et du coup, comment ça se passe justement pour ceux qui sont dans le projet et sélectionnés après, combien ça coûte, comment est-ce qu'on le finance Alors si, c'est gratuit. Non, alors l'idée c'est donc comme elle l'a dit tout à l'heure, c'est un projet qu'on menait déjà, mais pas aussi de façon aussi aboutie avant le Covid. On a profité du Covid pour vraiment être à fond dedans, et on l'a fait financer par le CNM. Donc c'est CNM, DRAC et Région. Oui, j'ai pas. Au cas où il regarde la vidéo. Non, mais j'ai pas fini. J'ai dit CNM, elle était déjà partie, vous avez vu, elle a eu peur. Non, c'est un projet expérimental, effectivement, CNM, DRAC et Région. Donc voilà, qui nous ont financé sur cette expérimentation de petits centres de formation qu'est la capsule, comme je disais tout à l'heure. Et ça s'est hyper bien passé, sauf que c'est des fonds d'expérimentation. Donc là, nous, on est en train de consolider on essaye de consolider le dispositif par le biais de véritablement, on va dire... une vraie certification de formation. De formation. Voilà. Qui, entre guillemets, serait aussi un intérêt et un avantage pour les artistes en développement, puisque ça pourrait éventuellement donner droit à des heures d'intermittence, etc. etc. La certification du type Calliope, etc., c'est ça ? Exactement. D'accord. Voilà. Mais ça se fait pas en 2 jours, donc. Ça va, Calliope, tout le monde connaît, certification, tout ça? Et je vous jure, même moi, je connais pas. Je veux bien savoir, ça m'intéresse de ouf. Non, c'est des dispositifs de formation. On va faire large parce que là, Oui, tu peux faire sinon, 3 tables rondes. On en a pour 1 heure. Donc ouais, non, mais c'est juste, par exemple, il y a un dispositif qui existe déjà. Je vais faire de la promotion pour Octopus. C'est le dispositif Parcours d'artiste. Julie, tu es intervenante sur ce parcours. C'est une formation qui est coordonnée par Octopus. C'est, je crois, 3 mois de formation. C'est une formation qui est prise en charge, je crois, par la région, par les OFCA, voilà. Donc, c'est un peu c'est un dispositif pas du tout comme le nôtre, puisque nous, on est vraiment sur de l'expérience scénique, mais c'est des dispositifs de formation classiques qui sont pris en charge par les organismes de formation ou en fonction de ton statut intermittent, professionnel, acteur émergent, etc. Peut-être que, Guillaume, tu peux être plus précis. Sur Calliope ou sur Parcours? Non, sur les dispositifs de formation. Non, mais Parcours d'artiste, c'est pertinent pour peut-être des artistes en émergence, rap aussi. Hein, Parcours d'artiste, c'est une formation professionnelle qui est développée par Octopus, où il y a pratiquement une 50aine d'intervenants qui sont des professionnels en activité, qui est à destination des artistes, et seulement des artistes. Et l'objectif, c'est sur 3 mois, donc vous êtes vraiment en mode 35 heures semaine, 7 heures par jour, et pendant 3 mois, vous avez des professionnels en activité qui viennent vous expliquer l'ensemble du métier. Tous les métiers. Tous les droits d'auteur, la rémunération, etc. etc. Bref, la programmation. L'ensemble de ce dont vous avez besoin pour évoluer dans un environnement professionnel musical, qui soit électro, qui soit rap, qui soit chanson, qui soit jazz. Les intervenants viennent de toutes les esthétiques et de tous les cœurs de métier. Mais voilà, on n'est pas là pour faire la promo de Parcours d'artiste. Montrer un exemple de formation prise en charge. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui, alors, attendez, on va faire un ordre. J'ai vu là en premier, ensuite on passe à toi. Toi, il va falloir qu'on aille vite. Toi, ok. N'oubliez pas, vous vous présentez, vous posez votre question. Bonjour, moi c'est Tristan, je porte un projet qui s'appelle Ose. Et d'ailleurs, tiens, je reviens de moi aussi formation Parcours d'artiste, donc moi aussi je peux confirmer que c'est intensif et hyper enrichissant sur plein de sujets. C'est aussi grâce à ça qu'on peut avoir l'intermittence, qui est mon cas. Mais ça permet vraiment de remettre les pieds sur terre. Mais bref, je pose la question, merci les filles d'être là. J'avais une question que j'avais déjà posée à Julie il y a 1 an, et j'aime bien la reposer parce qu'elle est importante pour moi. C'est à quel point en fait on peut se griller en postulant justement à ces concours. Je parle de Buzz Booster. Moi, par exemple, j'ai un projet qui évolue, mais qui n'est pas forcément rap, donc je sais que c'est pas pour moi forcément. Mais à quel point, en fait, se présenter, je pense par exemple au Printemps de Bourges, mais à plein d'autres, à quel point se présenter, se représenter à nouveau peut je sais pas, montrer notre motivation ou au contraire nous griller parce que la première écoute est trop primordiale. Voilà. Donc c'est plus une question pour toi, Pauline. Moi, j'aurais tendance à te dire... tout dépend en fait de toi. Est-ce que entre ta candidature numéro 1 et ta candidature numéro 2, est-ce que tu considères avoir assez travaillé tes points d'amélioration ou non? Ça, c'est la première question que tu dois te poser. Et lorsque tu vas te représenter une 2e ou une 3e fois,
il va falloir être fort en termes d'accroche pour tout de suite mettre en highlight pourquoi cette année, c'est la bonne. Tu vois ce truc-là, là, c'est la priorité. Mais ce qui m'inquiète un tout petit peu dans ta question, c'est que tu as l'air de l'avoir fait à moult reprises. Et du coup, je te pose la question, est-ce que tu penses que vraiment tu as assez travaillé entre ta dernière candidature et la nouvelle? Non, justement, et c'est Bah, exactement. faut pas faire. Non, c'est pas. de travailler. Non, c'est pas pour ça ma question. Ma question, c'est quand justement on débute, on est artiste émergent, on entend plein de trucs de partout. Et ça a été aussi le côté. Il y a des gens qui nous disent continuez chaque année, repostez, parce qu'il y a peut-être une fois où c'est la bonne. Et on est un peu perdu aussi vis-à-vis de ça. Ça peut montrer un côté persévérant, mais visiblement pas vraiment, puisqu'il n'y a pas forcément d'évolution dans les projets. Mais moi, c'est des trucs que j'ai fait à des moments où j'étais un peu perdu, où je me disais, bon, bah, peut-être on va réessayer, peut-être que cette fois-ci c'est mieux. D'où ma question. En fait. Bah, je suis sincère, c'est vraiment, toi, prends du temps pour vraiment travailler parce que, enfin, si par exemple je me mets dans les patins de ceux qui doivent et qui reçoivent justement ces candidatures tous les ans et qui revoient le même blaze revenir en continu et qu'ils ont beau cliquer et qu'il se passe rien de différent par rapport à l'année dernière, bah catastrophiquement, à un moment, en fait, tu vas tomber sur le point de non-retour qui va être franchement, peu importe ce qu'il a fait cette année, je prendrai même plus de mon temps, parce qu'il faut pas oublier, hein, nos journées, elles sont les mêmes durées que les vôtres, 24 heures, et qu'à un moment, en fait, si à répétition, c'est pas bon, bah tu lâches l'affaire, parce qu'il y en a d'autres qui, eux, ont bossé, en fait, et qui méritent d'être écoutés. Donc, attention à cette jauge-là, et je pourrais pas le quantifier, parce que c'est propre à chacun, mais... moi, je sais qu'en général, j'aime bien le « allez, jamais 203 », mais par contre, la 4e, next, quoi. Je veux juste dire par rapport à ce que dit Pauline, qui est totalement vrai, que aussi, il faut se rendre compte que chaque tremplin a ses spécificités. Chaque tremplin attend des choses finalement particulières et met en lumière des choses particulières. Donc, en fait, insister, par exemple... sur un tremplin qui ne correspond pas forcément à l'esthétique ou entre guillemets à ce qui est attendu à la fin, c'est une erreur. C'est-à-dire que des fois, en fait, on se positionne, on croit qu'on répond au bon tremplin et en fait, c'est pas forcément pertinent. Voilà. En plus de bien entendu ce qu'elle a dit, c'est-à-dire que en plus, effectivement, on devient de plus en plus exigeant sur les gens qu'on connaît déjà, qu'on a écoutés une fois et qui sont pas passés. La deuxième fois, quand on les voit revenir, effectivement, on est encore plus exigeant. Donc, il faut finalement presque le travail normal plus pour la fois d'après, plus pour la fois d'après, etc. Et puis après, il y a des tremplins type les Inouïs et tout qui ont stoppé tout ça en mettant vraiment des timings et tout. Il faut que les projets, maintenant, ils aient pas plus de 3 ans d'existence. Enfin bon, il commence à y avoir des critères vraiment sélectifs, hyper compliqués aussi. Donc c'est important de regarder tout ça avant de répondre. Alors, bonsoir. Ellie, donc j'ai un projet qui s'appelle Totem Crew. Et j'avais une question concernant la capsule. Donc c'était pour savoir avec quels organismes vous fonctionnez pour que ce soit des studios ou des lieux des salles de spectacle, savoir avec qui vous fonctionnez pour l'accompagnement. Alors nous, on a un outil, c'est ce que je disais au début de la présentation, on a un outil, c'est le phare, et c'est ce que je t'expliquais, on en a fait un lieu de diffusion, mais aussi un lieu de création, et un vrai outil pour les professionnels et pour les acteurs émergents. Ça, c'est notre particularité. Donc, si tu veux, on a des studios de répétition, on a un studio d'enregistrement, on a le grand plateau, on a des salles de formation. Et cet outil-là, on le met pour les pros et pour les acteurs émergents. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. C'est pour ça que vraiment, tu vas travailler dans des conditions professionnelles. Voilà. Et l'accompagnement, c'est fait par divers professionnels du secteur. Bonsoir, donc je m'appelle Alicia, je suis manager de The Roll Frérot qui est un rappeur manga et en fait j'aimerais connaître votre point de vue sur le positionnement single-album dans le rap aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire en fait? S'il vaut mieux faire plus de singles ou plus d'albums du coup? Alors, il faut faire les deux. Pour quelle raison? C'est-à-dire que pour en arriver à sortir un projet, il faut exister. Parce qu'on ne sort pas, sauf si on est déjà très installé, il faut créer une montée de notoriété. Une montée de notoriété, ça peut
se faire par le biais de ce que je vais appeler des contenus non officiels qui vont être de l'ordre du freestyle, performance, un peu assez spontané. C'est vraiment des contenus qui sont pas trop... ils le sont en vrai, ils sont calculés, mais ils ont un objectif pur, c'est exister. D'accord ? Une fois que tu as sorti tes contenus qui te permettent d'exister, là, tu peux commencer un vrai travail de « Ok, je vais sortir un premier extrait officiel avec un beau clip, un contenu qui soit produit, réfléchi, titre bien structuré, avec une vraie proposition artistique. » Je pense que je t'ai fait la boucle, ok ? Une fois que tu as sorti un premier single, déjà, tu peux te prendre du temps pour analyser. Ok, retour sur cette première sortie. Qu'est-ce qui a été bien fait ? Qu'est-ce qui a amélioré ? Qu'est-ce qui a marché ? Ça a marché auprès de qui ? Comment ? Quel réseau a pris plus que l'autre ? Prenez le temps d'analyse. Une fois que tu as fait ce travail-là, tu peux sortir d'autres singles, mais quoi qu'il arrive, à un moment précis, il va falloir déclencher une sortie de projet. Et quand je parle de sortie de projet, ça peut prendre le format très aimé dans le rap, à savoir le EP, qui peut chez nous monter jusqu'à 13 titres normal. Exactement. Mais ça, c'est parce que, et c'est assez drôle, mais pour l'anecdote, le terme EP est revenu très à la mode par le rap, et c'est juste parce qu'on n'avait pas les coronesses de dire que c'était un premier album. Mais parce que ça implique derrière, tu te dis album, chiffre. Alors qu'un EP, c'est une première étape qui te permet de prendre tes températures dans l'objectif derrière de sortir en effet un vrai premier album. EP, mixtape, ça a vraiment le même objectif. C'est des projets de transition vers un album. Et pourquoi est-ce que je dis qu'à un moment clé dans ton développement de carrière, un projet est hyper important ? C'est que derrière, tu as l'aspect promotion. Et que les médias ne te suivront pas nécessairement sur des sorties isolées single, titre par titre, et qu'à un moment, même d'un point de vue économique et financier pour toi, il vaut mieux concentrer ses forces économiques autour d'un projet complet où les gens vont pouvoir découvrir ton univers et ta palette complète plutôt que sur un titre isolé. Donc, dans une économie, c'est important de se dire « je sors des contenus non officiels freestyle pour exister ». Étape 2, je sors entre 1 et 3 singles isolés pour faire monter mon buzz. Et ensuite, une vraie sortie de EP. Évidemment, tes singles isolés sortis précédemment peuvent faire partie de ce EP. Mais la moyenne, et ça c'est valable à peu près tout le temps, il est important quand on sort un EP de ne pas avoir dévoilé plus de 50% des titres avant la sortie. Ça va, c'était assez clair. Oui, okay, oui super. Merci. J'ai une Tellement hyper clair, j'espère que vous avez tous noté pour votre prochaine stratégie. J'ai une deuxième question du coup, parce qu'on a vu que le streaming en fait montait en flèche. Et du... parce que c'est bien. Et du coup, je voulais savoir si on peut faire une stratégie que sur du streaming ou c'est quand même un petit peu important d'avoir un CD entre guillemets en physique. Alors ça, pour être très sincère, je pense que les deux cas sont possibles. Dans un premier temps, et tout dépend de tes finances, j'aurais tendance quand même à vous conseiller plutôt du 100% digital. Mais si jamais vous êtes amené à faire des scènes live, c'est indispensable d'avoir un support physique qui puisse s'acheter. Après, j'ai un autre conseil sur le support physique. C'est que, à titre personnel, je ne crois plus du tout au fait de sortir un CD en boîtier cristal basique. Il faut que cet objet devienne un objet promotionnel avec du contenu additionnel. Rendre cet objet en fait collector, sexy, où tu te dis ok, je veux l'acheter parce que j'ai ça en plus avec. Comme a fait, comme a fait Vald, comme a fait Orelsan, comme a fait Nekfeu. Hey, non, mais oui, c'est. Alors attends, je te passe le micro. Là, juste pour souligner, ce qui est important, c'est que en fait, quand tu fais ton rétro-planning, dans toutes les étapes de travail qu'elle t'a donné,
Là, tu as déjà anticipé, tu as déjà fait tes choix de finalement, on va faire une tournée, on va tenter 20 dates, donc on sort un support physique. Donc, si tu veux, quand elle te parle de positionnement, de réflexion sur ton projet, ça va loin. Tu vois ? C'est pas, allez hop, on balance. Là, en fait, elle t'a donné une clé. Ouais, je pense que tu peux te poser chez toi, un mois, bien de bosser ta strat. Et là, tu te dis, là, tu vas pas me poser la question, je sors ou pas du physique. Tu auras ta réponse à ta question parce que tu auras réfléchi, ça y est, à ton projet sur l'année. Tu vois ? Et du coup, moi, j'ai 2 questions. La première, elle est assez simple. Déjà, merci d'être ici parce que c'est très rare qu'on ait des réponses en tant qu'artiste, surtout dans le milieu du rap. La première question, c'est l'âge limite pour vous, pour, entre guillemets, percer. Parce qu'on me dit souvent, ouais, ça y est, t'es trop vieille, t'aurais dû te lancer plus tôt. J'ai 26 ans et je rappe depuis que j'ai 13 ans. Moi, tu dis ça, je suis trop vieille. Oui, dans le milieu du rap, eh ben, les artistes poussent comme des champignons. Il y en a au taquet, comme tu l'as dit tout à l'heure, Pauline, sur 1 minute de rap, t'envoies un naître toutes les 5 minutes. Donc, à mon âge, on me dit que c'est trop tard. Je vais te poser une question. Oui. Est-ce que tu sais à quel âge a percé Sosomanes ? Non. Il avait 33 ans. Ah, ok. D'accord ? Donc, moi, je suis convaincue qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour devoir péter. Encore une fois, tout dépend de ta proposition artistique. C'est sûr que si tu as 26 ans et que tu me chantes du Weshden, je vais te dire, ma sœur, il y a un problème. Ouais. C'est pas la bonne cible. Ça ne va pas. Il y a un décalage entre qui tu es en tant que personne, en tant qu'artiste, et ta proposition artistique. Si par contre, à 26 ans, tu abordes des thèmes de presque trentenaire, je suis entre ma vingtaine, j'ai kiffé la life et je commence à rentrer dans la vie d'adulte pour de vrai, bah là, tu vas peut-être être totalement en lien avec qui tu es. Et c'est ça qui est important. Ok, donc là, je ne compte pas. Non, mais là, elle revient exactement... La dernière phrase, elle est hyper importante de ce qu'elle a dit. C'est exactement ce qu'on dit depuis le début. Ce qui fait la différence, c'est votre propos artistique. Et l'intérêt de votre propos artistique, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. L'émotion et le cœur. C'est ce qui fait ta différence avec les autres, en fait. Et c'est ce qui fait... C'est ta différence qui va nous donner envie de t'écouter, en fait. Dans ce que tu as de commun avec nous ou dans ce que tu as de différent. Tu vois, et c'est ça, sur tous les artistes du monde entier, de partout. C'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qu'il faut trouver. Et c'est ça, quand tu l'as trouvé, qu'il faut passer son temps à tailler bien comme il faut, comme un diamant. Là. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et si ça peut t'apaiser et te rassurer, tu ne fais pas du tout 26 ans. Ouais, c'est gentil. Et du coup, ma deuxième question, vous avez souligné tout à l'heure l'importance d'un artiste d'être accompagné par des professionnels tels que les managers et les producteurs. Mais personnellement, et moi je fais partie des anciens puristes qui me suis ouverte à la trap et à la drill il y a 2-3 ans, alors que je rappe quand même depuis 13 ans. Et j'ai pour projet de sortir un EP justement de 7 titres. Sauf que je le laisse maturer, ce qui veut dire que ça fait des années qu'on m'attend au tournant. Enfin, je le laisse maturer dans le sens où j'écris tous les jours. Et j'atteins un petit peu la perfection, et c'est une erreur en tant qu'artiste, puisque du coup on sort rien et on procrastine. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'on m'a dit, mais ça fait longtemps que tu aurais dû sortir un son. Et moi, j'ai pas assez... Tu vois, je cherche vraiment à être... Franchement, j'ai été... je vais en parler très librement, mais j'ai vécu ce truc-là que tu me décris. C'est la merde. Avec This Is. Ok. This Is la peste. This Is la peste. Signé chez Polydor. Je suis sa chef de projet. Il vient avec... une première version de Pacifique, il me dit « c'est bon, j'ai fini ». J'écoute, je lui dis « franchement, je sais que tu peux mieux faire sur tel titre ». Il a écouté les conseils, il est retourné au charbon, sauf qu'après, en fait, ça l'a piqué en mode « mais en fait, je veux créer, on continue ». Ce qui faisait que dans notre rétro-planning et notre timeline qu'on était censé tenir, on prenait grave de retard. À un moment, quand on est artiste, dites-vous que le son que vous allez faire demain au studio, pour vous, il sera bien meilleur que celui que vous avez fait 1 an et demi auparavant. Sauf qu'il y a aussi une erreur dans laquelle il ne faut pas plonger tête baissée, c'est que les titres, vous les connaissez. Le public, il le connaît ou pas? Donc souvent, il y a ce décalage entre votre propre ressenti et la réalité intrinsèque du potentiel de vos titres. Et à un moment, comment est-ce que vous faites pour décider d'avancer? C'est que vous vous mettez une deadline fixe. Je m'octroie le temps de créer jusqu'à telle date et je m'arrête. Okay. Tu continues à créer, mais dans la projection
de travailler déjà sur ton prochain projet. Mais à un moment, il faut savoir dire stop et j'exploite et je fais avec la matière que j'ai là. Point barre. Sinon, horrible. Ouais, puis il y a des même en étant moins connu, nous on a travaillé avec des artistes plus locaux, donc voilà. Même problématique. Ouais, même problématique, trop perfectionniste, trop difficile. Avec quand même, nous on a travaillé avec des copains, je devrais pas citer. Mais bon, On voilà. a le deuxième parallèle, ça s'appelle l'accouchement. Non mais du coup, non, pour de vrai, c'est à un moment donné, on a des copains qui ont bossé avec nous, des artistes hyper talentueux et qui ont d'ailleurs arrêté de faire du rap au final parce qu'à un moment donné, ça les a trop mangés. Alors que c'est des mecs qui avaient fait des feats avec des mecs du Wu-Tang et tout sur ouais, enfin bon, vraiment des trucs fous. Et ils ont jamais sorti les trucs parce qu'ils n'étaient pas au niveau où ils auraient pu être. Et là, ça devient la folie. Donc c'est hyper important ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si toi-même tu n'arrives pas à te fixer de stop, l'intérêt d'être entouré par des professionnels, c'est aussi ça. C'est-à-dire que les gens autour de toi doivent te dire, là maintenant c'est stop, là maintenant on fait ça, là maintenant on va là. Parce que justement, cette question, en fait, c'était, vous pensez qu'un indépendant, c'est mort. Parce que, vous voyez ce que je veux dire? Sans producteur, sans manager, moi je travaille avec un beatmaker et on comptait sortir le projet sur les plateformes, nous deux, quoi, sans structure. Enfin, pour vous, c'est mort, du coup. C'est pas que c'est mort parce que c'est possible techniquement de le faire, mais si vous vous contentez de faire seulement ça, quelle va être la résonance de cette sortie? Pas forcément aucune, mais il faut être en mesure de pouvoir t'appuyer, tu vois, sur les dispositifs, peu importe. Exemple type. Là, je lâche un conseil comme ça qui est valable pour n'importe qui. Si je suis artiste, que par exemple, je m'inscris dans le dispositif Buzz Booster, vous savez à peu près en avance quelles vont être les périodes. Mais pardon, mais alignez votre stratégie de sortie avec vos expositions. Ça me rend pas haut. Mais c'est vrai, d'être sur scène devant des jurys de professionnels et du public, c'est ton meilleur moyen d'exister et de dire « Allez streamer, je viens de sortir un nouveau titre hier, j'attends vos retours dessus, etc. » C'est juste qu'il faut savoir organiser logistiquement tout ce que tu peux faire, en fait. Et parce que sinon, ça fait un coup d'épée dans l'eau, en fait. Tu vois, si tu sors ton truc, mais que tu es toute seule à savoir que tu le sors, entre guillemets, au final, bon, il y a tes copains qui vont l'écouter, et puis c'est tout, quoi. Ouais, voilà, mais les quelques abonnés. Mais Que ce que tu je veux peux dire, remercier, parce qu'un abonné remercié peut en déclencher d'autres et tout. mais la vérité, c'est qu'effectivement, elle a raison. Tu dois réfléchir à quel impact je veux donner à ma sortie. Et forcément, ça veut dire qui va pouvoir savoir que j'ai sorti quelque chose, qui va pouvoir me découvrir à ce moment-là, et quel est le meilleur moment d'exposition pour pouvoir le faire. Oui, pardon. Je m'appelle Paolo, j'ai un projet qui s'appelle Opal et qui mélange donc du rap avec mon autre métier qui est de faire des dessins qui bougent, de l'animation. Et en fait, alors moi, on a beaucoup parlé de développement, on va dire de début. Moi, je travaille déjà pour l'industrie à côté dans mon autre métier. J'ai travaillé sur les clips de Taïk, de Gazo, etc. J'ai pu constater de nombreuses fois que c'est pas du tout la qualité du clip qui fait que ça marche. C'est si on met la moitié du budget en promo, eh bien, le clip il est moitié moins bien, mais il est 2 fois plus vu, et ce genre de choses. Donc au niveau de la promotion et tout ça, c'est sûr que c'est indispensable, mais je crois que ça l'a toujours été en fait. C'est pas une modernité. Mais moi, je me pose une autre question, c'est que je suis beaucoup confronté. Du coup, j'ai travaillé avec des labels que je nommerai pas, mais assez gros, qui ont un peu tous la même stratégie. C'est-à-dire qu'ils investissent un peu d'argent sur beaucoup de petites bandes de gens qui sont capables de filmer, monter, éditer, etc. Souvent, c'est une avance, quelque chose comme ça. Ils les laissent mariner 1 an, et puis ils reviennent après, ils récoltent ceux qui ont fait quelque chose, ils demandent aux autres de rembourser ou ils cassent leur contrat d'une façon ou d'une autre. Et ce qui fait qu'en fin de compte, il y a très peu de budget réel pour développer les artistes. J'ai vu des artistes qui passent à la radio, j'étais très surpris de connaître les vrais budgets de promo qu'ils avaient, par exemple pour les clips, pour la sortie d'un de leurs albums, etc. Et j'en ai vu beaucoup, dont certains, parce que je travaille aussi en studio, je fais aussi des prods, j'écris pour les autres et tout. Et j'en ai vu beaucoup qui, en fait, dans cette stratégie-là, se sont un peu fait prendre au piège. C'est-à-dire qu'ils croyaient avoir passé le fameux percer. Moi, je pense qu'il vaut mieux construire que percer. Et qui avaient l'impression de percer. Ça, c'est une bête de punchline. Hein. J'aime bien. Elle est dans un de mes morceaux. L'EP sort dans 1 mois. On profite de toutes les... C'est ça qu'on veut. Et pour la deadline, Kian Kojandi dit qu'un artiste sans deadline, c'est juste un chômeur de plus. Et j'aime bien cette phrase, parce que moi aussi, je procrastine beaucoup comme Maë. Mais là, ça va vraiment sortir. Bref, mais c'est vrai que je me demande vraiment comment faire
pour pas se retrouver piégé, même une fois qu'on a passé donc tout le développement, être dans la mentale, s'entourer de gens qui partagent la vision, qui sont d'accord avec nos singularités, c'est très important. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec un label qui respectait pas ma singularité. Et dès que j'en suis sorti, j'ai commencé à faire quelque chose d'intéressant. C'est assez étonnant. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a fait tout ça, qu'on est face à des gens qui, en plus, souvent promettent quand même un peu des monts et merveilles, et même en regardant les contrats, ça a l'air plutôt bien. Et on se retrouve en fait piégé à être un parmi des millions. Je pense, on voit bien ce qui se passe avec Arista en ce moment. Pour ceux qui suivent un peu ce qui se passe, ils sont victimes de cette politique-là, j'en suis persuadé. Moi, j'ai vécu au plus près, donc c'est un peu bizarre. Et j'avoue que je me pose cette question-là en boucle dans ma tête on peut même en étant, on va dire, en label, etc. J'ai l'impression qu'on peut pas échapper à l'ubérisation, on va dire, des petits crews de rap. J'ai l'impression que tous les crews de rap maintenant, ils achètent leur vélo, leur sac, et qu'on les paye que quand ils ramènent de l'argent. Enfin, je sais pas comment dire, mais je sais pas comment éviter ce piège que je vois beaucoup autour de moi dans l'industrie, puisque là, on parle d'industrie pour le coup. Alors, il y a énormément de choses dans cette intervention. Par quoi vous voulez commencer ? Moi, j'ai envie de dire, nous, en tout cas, je comprends ce que tu dis, puisque c'est des choses qui peuvent revenir sur le tapis dans certaines discussions. D'ailleurs, pas que dans le... C'est marrant parce que ça fait écho à une réunion que j'ai fait avec Octopus la dernière fois, où je disais la même chose des producteurs de musique. Donc, tu vois, voilà, qu'on était dans l'ubérisation de nos métiers à nous, de production de musique actuelle. Donc finalement, tu vois, tu ressens la même chose. Moi, j'ai l'impression que c'est en éveillant les consciences de chacun. Alors ça, c'est mon côté un peu gaucho engagé. Et en rendant tout le monde plus intelligent sur le fait qu'à un moment donné, on n'est pas forcément là pour se faire niquer par le pognon, même si on a tous le droit de vouloir en gagner, et même on a le droit de vouloir en gagner beaucoup. Tu vois, ça me pose pas de problème. Et puis je préfère les gens qui savent ce qu'ils veulent, donc ça me dérange pas. Par contre, on peut être intelligent dans la façon dont on se présente, dont on rencontre les gens, dont on interagit avec l'industrie, même si l'industrie elle arrive avec, tu vois, genre c'est le requin et machin, et toi t'es le petit poisson. À un moment donné, je pense qu'on peut tous se servir les uns des autres, et que ceux qui arrivent véritablement à s'en sortir et à ne pas être ce petit sac à dos, ce petit truc dans ce petit coin, c'est les gens qui arrivent à co-construire, justement. Et à se rendre compte que le gros méchant label, il n'est pas que gros méchant, parce qu'à un moment donné, il peut te servir en levier et te pop-up pour de vrai, que la salle de concert, elle n'est pas forcément là pour essayer de t'acheter pas cher, que si, que ça. Et en fait, je pense qu'on a tendance à tout voir un peu comme ça, et c'est un peu une problématique de société, qui n'est pas forcément liée qu'au rap, même si forcément, du coup, dans le rap aujourd'hui, elle s'applique encore plus, parce qu'on est un peu dans ce qui est mainstream à fond, tu vois. Et donc, forcément, on est là-dedans. Pardon, je voulais juste rajouter quelque chose, c'est que surtout, c'est une... Enfin, moi, un des messages que j'essaie vraiment de dire tout le temps aux artistes que je peux croiser, c'est que ne pensez pas votre signature en label comme une finalité. Ça, c'est mort. Si tu penses comme ça, tu vas mourir du jour au lendemain. Quand vous signez, c'est le début du hard work où là, vous allez pouvoir espérer avoir une résonance. Si vous pensez comme ça, là, vous avez peut-être espoir de justement sortir du ventre mou, là, des signatures multiples et variées, mais qui n'émergent plus. Non, mais le label, l'édition, tout ça, c'est des outils, en fait. C'est des outils pour l'artiste, en fait. Voilà. Et concrètement, à partir du moment où vous avez compris ça, vous avez compris que le seul moteur, c'est vous, en fait. Le seul moteur, c'est l'artistique. Et c'est parce que l'artistique est le moteur qu'il va se servir de tous ces outils de façon intelligente. Si effectivement tu conçois l'outil comme étant une finalité, c'est comme les mecs qui achètent un ordinateur et qui ne savent pas s'en servir. Enfin, tu vois, ça ne sert à rien, en fait. Le cerveau, c'est toi, c'est pas l'ordi, quoi. Donc à un moment donné, c'est véritablement ça qu'il faut remettre au cœur. Et c'est un peu aussi un des grands enjeux je pense, alors bon, ça c'est toujours pareil, mais je pense sincèrement aussi que c'est voulu de pas forcément donner ce savoir à tout le monde tout le temps. Comme ça permet de faire le tri aussi. Je pense que c'est pour ça qu'on est toutes les trois en militante max à donner de notre temps pour pouvoir vous éduquer. Parce que cette transmission-là, en fait, là, aujourd'hui, nous, on est en place, on fait les métiers qu'on fait avec passion et dévotion. Mais en fait,
On va pas faire ça jusqu'à nos 60 piges, les gars, on vous le dit, Claire. Les prochains, 67. Les prochains, c'est vous, donc autant qu'on vous fasse gagner du temps à transmettre vite. Et juste pour rajouter, de toute façon, malheureusement, tout n'est que rapport de force et que même si ta matière, c'est l'artistique, tu vas devoir défendre ton projet et le revendiquer et toujours le ramener à toi. Donc, mais ça, c'est malheureusement la société dans laquelle on vit. Donc, soit tu pars dans cette voie-là, de co-construction, dont on te dit que c'est possible, co-construire, travailler ensemble, même s'il y a des frictions, même s'il y a des relations compliquées professionnelles, parce que ça reste du travail, et que les relations de travail, ça peut être des fois complexe. Soit tu choisis ce chemin-là, soit, j'ai envie de te dire, tu vas bosser avec Kenny Arcana, tu vois. Enfin, il y a d'autres voies sont possibles, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que aucun chemin n'est tracé. Par contre, celui que tu choisis, tu le défends, et tu sais que tu vas avoir du conflit et de la relation pro ou pas, enfin tu vois. Mais je pense que tout n'est pas binaire. Et s'il faut, je pense que si tu étais tombé sur Pauline il y a 10 ans, peut-être que tu n'aurais pas ce discours-là, enfin tu vois. Tu vois, juste pour dire... Ouais. Non, je dis juste que, en effet, tu vois, si je prends un tout petit peu de recul sur l'industrie, et là, de mon nouveau statut, tu vois, à être en label services et donc de travailler avec plusieurs maisons, je vois les différences entre les différentes maisons, les différentes politiques, et oui, il y a une vraie dimension d'humain. Et ça, faut jamais l'oublier. Quand vous allez potentiellement signer avec un label, s'il vous plaît, allez au-delà de la simple rencontre du directeur artistique. Parce que, en fait, quand on rentre dedans, on se rend compte que le directeur artistique, sa part de travail sur votre projet, en fait, c'est que ça. Ceux qui sont importants, c'est l'équipe marketing qui a autour, votre chef de projet, le département promo, tous les attachés de presse qui vont aller défendre votre projet auprès des médias. Il faut être sûr, en tant qu'artiste, qu'ils diffusent le bon message. Parce que les téléphones arabes, où du coup, ta singularité artistique est édulcorée ou pas comprise par un tel, alors que c'est lui qui a le power, in fine, de faire en sorte que ton projet, il marche ou pas, c'est un travail à la chaîne, c'est l'usine. Donc en fait, il faut toujours défendre ses idées. Et c'est pareil, un des trucs qui m'attriste un peu, c'est que je me rends compte ô combien les équipes très gentilles, bienveillantes, conciliantes sont parfois trop négligées à côté de ceux qui tapent du poing sur la table. Là, je suis pas en train de vous dire allez taper du poing sur la table, mais sachez être ferme et de défendre vos idées à la hauteur de vos espérances, en fait. C'est tout. Mais essayez de rester juste et intègre. C'est les deux points qui sont les plus importants. Mais défendez vos intérêts parce que personne ne le fera pour vous. Donc, enchanté. Yes. Donc, enchanté, je m'appelle Kylian, donc j'ai que 16 ans. On est tous passés par là. Ouais. Donc, je suis encore sur la phase de 100 000 caractères dans les notes du téléphone, toujours rien abouti. Mais je voulais vous poser une question. Donc, depuis tout petit, vraiment, la musique, c'est ma passion. Il y a beaucoup d'artistes qui m'inspirent, dont je ne vais pas forcément citer les noms, mais c'était une question comment trouver son flow et comment l'imposer, enfin son style d'écriture, son flow, ce côté spécial en fait de l'artiste, comment on le trouve et comment on l'impose. Je me lance. Merci. Ok. Sincèrement, ça c'est une question qui est extrêmement difficile pour ma part, en tout cas, d'y répondre, parce que ça devient, c'est le jus de l'artiste, c'est le génie dont je parlais tout à l'heure. Et ça, sincèrement, alors si pour le reste, j'ai des formules applicables, sur ça, j'en ai aucune. Tout ce que je peux te dire, c'est que fais quelque chose qui te ressemble en étant, encore une fois, capable de dire « Ok, pourquoi est-ce que ce flow-là, il est bon, par exemple, avec ta taciturne de voix les mots, comment est-ce que tu les fais résonner ?» Mais c'est que de la technique pure et de l'exercice de rap. Donc,
ce que je te dirais, c'est exerce-toi à mort, à mort, à mort, à mort. Et à un moment, normalement, tu es censé trouver ton truc à toi. Mais en dehors de ça, je t'avoue, peut-être que là, mes conseils là-dessus sont limités parce que c'est de l'ordre du génie et de l'individualité. Après, moi, j'ai envie de te dire aussi sur le fait que tu es encore tout dans le téléphone et tout. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment que tu réfléchisses à qui tu es, bien sûr, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Mais bon, qui tu es à 16 ans, c'est sa mutation permanente, tu vois. Mais moi aussi, je ne sais pas encore totalement qui je suis, même si j'ai compris certains trucs, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est que tu saches aussi à qui tu veux parler, de quoi tu veux parler, et véritablement comment toi, tu veux le dire. Et ça, en fait, plus le travail qu'elle vient de dire, ça finira par mettre les choses dans le bon ordre, quoi. Merci. Alors, on va prendre 3 dernières questions parce que le temps avance. Donc, les 3 dernières questions sont déjà calées. On a une ici, et j'avais monsieur avec l'ordi là-bas. Malheureusement, on ne pourra pas aller plus loin parce que, vous le savez, Julie et Lisa ont une prod ce soir et Pauline, on doit aussi aller à l'aéroport. Donc, on ne va pas pouvoir aller plus loin dans le temps de parole, mais on prend ces questions-là et ensuite, il y aura un petit temps de discussion, mais on arrêtera la vidéo, on arrêtera tout ça. OK ? Allez, question, c'est parti. Bonjour, bonsoir. Ouais, les deux passent. Moi, c'est Devo du coup, et je suis rappeur, je fais du rap, et je suis ici en tant que guetteur un peu parce que j'étais curieux et du coup j'ai vu conférences, etc. Et voilà quoi. Mais moi j'ai une question par rapport à tout ce qu'on a dit un peu. C'est une question, je vais dire générale un peu. C'est en rapport avec, je vais dire, la voie royale. Je ne vais pas vous demander directement est-ce que vous pensez qu'il y a une voie royale, parce que vous allez me répondre que non. Mais est-ce que vous ne pensez pas que souvent participer à certains tremplins ou encore certains de vos concours ne sont pas un peu, comme je dirais, un tue l'artiste? Parce que aujourd'hui, on a plusieurs parcours. On a des parcours éphémères, c'est comme ça un peu que je les appelle pour certains qui ont percé comme ça du jour au lendemain par un concours, etc. Et au final, on voit que ça n'arrive pas à tenir sur une longue durée ou ça tient pas debout. Et les carrières en fait qui durent le plus longtemps, qu'on remarque aujourd'hui, ce sont ceux-là qui sont sortis du trou à l'arrache eux-mêmes, ils venaient de nulle part. Et vous dites qu'il y a beaucoup de choses en fait, on a accès à beaucoup de choses, mais est-ce que ces choses-là en réalité ne sont pas, comment dirais-je, un peu peut-être, peuvent nous porter préjudice à nous-mêmes et tout en tant que carrière, dans une carrière artistique qu'on veut en fait élargir sur plusieurs années, pourquoi pas plus de 20 ans comme B2O. Voilà, c'est ça ma question. Merci. Parce que le temps file. Très sincèrement, je vais te donner des exemples que je connais. Nekfeu, Jazzy Baz, Dinber Bigo, tous ces gars-là, ils sont passés par Rap Contenders. Dinos Punchlinovic aussi. Sauf que ce qu'ils ont fait de façon très intelligente et que je vous invite à faire, c'est qu'à un moment, il faut savoir utiliser ces tremplins et les quitter au moment où ça t'a apporté le plus avant de finir dans le ventre mou du rap, où par exemple, beaucoup de rappeurs très forts dans les Rap Contenders n'ont jamais réussi à transformer l'essai sur des carrières. Moi, c'est vraiment la tendance que j'aurais à te répondre, c'est que sers-toi des outils qui sont là, mais de façon individuelle par rapport à tes besoins à toi. On ne dit pas fais-le et tu verras, ça va marcher. C'est fais-le et si à un moment ça ne te correspond pas, switch, change. C'est ça, c'est vraiment des stratégies, quoi. Il faut que ces trucs-là, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment des outils. Exactement comme le label, l'édition et tout. Tout ça, c'est des outils. En fait, dans l'absolu, tu aurais besoin de rien, en fait, à part de gens qui te kiffent et qui te suivent, tu vois. Mais tout ça, c'est des petits outils à un moment donné pour aider ta stratégie de visibilité, de point de light là, etc., etc. Donc il faut s'en servir comme ça. Il n'y a pas du tout d'obligation à passer par là. C'est peut-être par contre à un moment donné un truc intéressant pour toi sur ce truc précis, cet EP précis et tout. C'est vraiment, il faut se servir des choses comme ça. Ça ne doit pas définir une carrière. C'est toi qui dois définir ta carrière et savoir que ça peut t'aider pour faire ça en fait. Moi, je pense qu'on peut faire des carrières de 20 ans sans être en étant sorti du quartier direct et en faisant des trucs, on en connaît, donc pas de souci.
Pas forcément du quartier, mais je dis pour de vrai, parce que ça me fait penser aux collègues qui sont sortis du quartier. Voilà. Est-ce que ça te va comme réponse? Ça a à peu près répondu ou pas? Ok. Bonjour, je m'appelle Hugo. Je suis ici avec mes deux compères. On représente le collectif Bonheur Atroce. Alors à ma gauche, il y a Tom qui est rappeur et qui se lance dans le graphisme. Moi, je suis rappeur et je me forme à l'ingénierie son. Et à ma droite, il y a Rémi qui gère tout ce qui est clip. Et en fait, je voulais vous poser la question parce qu'en fait, notre but à nous, c'est de rester indépendant jusqu'au bout. On veut pas rentrer dans un label ou contrat d'édition. Du coup, je voulais vous poser la question de par quel moyen on peut faire pour rester indépendant, ne pas avoir à sacrifier ne pas avoir à rentrer dans ces contrats, comment se développer en restant indépendant en fait. Avoir de l'argent. Franchement, sincèrement, moi je plébiscite ceux qui arrivent à vraiment rester en indépendant de A à Z, mais c'est que ça demande d'avoir vraiment les moyens financiers pour s'autoproduire en continu et rester dans un circuit fermé. Très souvent, tu vas être face à des artistes qui vont aller faire des signatures, qui auraient eu le potentiel de rester solo, mais en fait, ce qu'ils vont aller chercher, c'est surtout l'avance qui va leur permettre d'investir dans eux-mêmes et du coup d'améliorer leur champ de compétences et de visibilité surtout, parce que ça coûte grave de l'oseille. Et après, au-delà de l'argent, vouloir tout faire, c'est une des premières questions à laquelle il va falloir que tu répondes dans ta stratégie de développement. Pour moi, à quoi ça te sert? Quel est l'impact? Et est-ce que ça nuit pas à ta créativité? Tu vois? C'est-à-dire, je veux être clipper, je veux être auteur, je veux être interprète. Tu vois? Est-ce que ça nuit pas, je veux dire, à ton objectif premier, l'écriture, par exemple? Moi, je crois qu'il faut se focus au début sur quelque chose. Focus. Et après, tu verras, tu vois. Et puis, je pense qu'aussi que la rencontre artistique avec d'autres métiers, que ce soit des vidéastes, des infographistes, des illustrateurs, elle t'apporte, tu vois. Elle génère quelque chose en toi qui va te pousser peut-être artistiquement à autre chose. Et je trouve dommage de se couper de ça, par exemple. Le but, c'est pas de rester à trois, c'est juste de pas rentrer dans une structure comme une maison de disques, en fait. Mais tu disais sacrifier, tu vois, parce que c'est vrai qu'on a cette espèce d'image, tu vois, soit c'est les gros méchants ou les gros gentils. En fait, on est dans un monde manichéen, là. Pour moi, pour de vrai, le premier truc à voir, c'est effectivement, on peut considérer que c'est des gros méchants parce qu'ils sont pleins de pognon et tout, mais c'est des super boîtes à outils. C'est juste à nous de montrer qu'on est assez intelligent pour savoir où est-ce qu'on va placer nos curseurs et qu'est-ce qu'on va en retirer, en fait. Donc, je pense vraiment, et j'amène tout le monde à réfléchir comme ça, on est sur un truc où, en fait, déjà, il existe plein de maisons de disques différentes, plein de labels différents. Enfin, entre guillemets, pleine de feuilles. Même s'il y a des très gros labels, ok, il y a quand même des indépendants aussi, il y a des pièces, il y a des machins, il y a des gens qui font du travail aussi, et puis il y a des petits labels aussi. Il faut venir dans le réseau hip-hop Occitanie, il faut voir que sur le terrain, il y a aussi plein de gens qui se développent et qui développent des labels et des trucs qui font de la synchro et qui permettent à plein d'artistes de terrain de faire des choses super. Donc ça existe aussi. Donc venez voir le réseau hip-hop, le rock. Voilà. Et donc je pense vraiment qu'il faut essayer de faire attention à pas être dans un truc justement où c'est tout noir ou tout blanc en fait. Voilà. Et l'idée c'est que effectivement si tu vas vers l'interlocuteur en attendant juste de retirer quelque chose de lui sans te rendre compte que lui il vient retirer quelque chose de toi et que du coup on est dans une espèce d'entente comme ça, eh ben ça pourra pas marcher. Mais si on rentre vraiment dans un truc où c'est un cercle, c'est pas pour rien que les mecs ils parlent de 360 parce que finalement l'artiste il est au milieu de quelque chose qui est tout autour de lui. À un moment donné, si tu maîtrises ce que tu as mis autour de toi comme élément, tu peux faire quelque chose qui a vraiment de l'intérêt, quoi, tu vois. Donc c'est véritablement à réfléchir. Et le deuxième truc, juste pour rebondir par rapport à ça, ce que dit Lisa, c'est très important, c'est-à-dire qu'en fait, aller au-devant des autres et des autres métiers, c'est intéressant aussi. Parce que par exemple, tu pourrais tout faire, tu pourrais te produire aussi, tu pourrais te booker. Parce que moi, j'ai connu plein de groupes qui se sont produits, bookés, etc. Mais au bout d'un moment, tu passes ta vie à prendre le téléphone et à essayer de trouver une date de concert. Tu n'es plus en train de répéter, tu n'es plus en train d'écrire, tu n'es plus en train de composer, tu n'es plus en train de travailler ta vidéo et la prochaine stratégie de machin. Et du coup, tout ce temps-là, en fait, est du temps que tu n'investis pas dans ton être artistique. Et du coup, ça fait de toi quelque chose de moins puissant que celui qui développe et met tout son temps à travailler ça, en fait.
Donc c'est aussi trouver la bonne équipe, s'entourer des bonnes personnes avec qui tu vas pouvoir être main dans la main dans un rapport de confiance. Ils vont gagner avec être avec toi et toi tu vas gagner à être avec eux. Et à partir de là, ça peut aller très loin et faire des choses super cool. La dernière question. Alors bonjour, je m'appelle Costa, je rappe depuis que j'ai 8 ans et je vais bientôt sortir un premier projet. Et je voulais savoir... Merci. 16. Et je voulais savoir où est-ce que c'est le meilleur endroit, entre guillemets, pour faire sa publicité et c'est quoi la bonne manière de promouvoir son projet. Eh bien, ça va dépendre, encore une fois, de ton univers artistique. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment... parce que je ne te connais pas encore, donc je ne sais pas artistiquement ce que tu fais, mais il faut être en mesure d'identifier, ok, ma typologie de rap, ce que je propose, elle parle à qui ? Ok, à qui ça parle, ils ont l'habitude de consommer quoi, comment ? Tu vois, ça, c'est les premières questions à te poser. Est-ce que c'est un public qui a tendance à aller diguer sur Bouscapé ? Est-ce que c'est des gars qui sont plutôt à regarder sur Twitter ? Tu vois, toutes ces réponses vont pouvoir t'indiquer les bons endroits à investir du marketing et quelle est la liste des médias correspondant à un relais potentiel de ton style de rap. Je te donne un exemple très concret. Le public, par exemple, qui a l'habitude de consommer Bouscapé n'est pas forcément le même que ceux qui vont aller consommer, et c'est très drôle, j'ai perdu le nom de la chaîne YouTube, le règlement. Yes, mais c'est bien, vous suivez, vous avez tout à fait compris ce que je voulais signifier par là. En fonction du coup de l'audience et donc de la typologie du rap que tu fais, bah, tu vas pas aller investir de l'argent ou de la sponsor sur les mêmes médias. Et c'est pour ça que ça doit s'analyser. Bonsoir, moi c'est Ayman, j'ai 18 ans et je fais du beatmaking depuis maintenant 3 ans. Et en fait pendant longtemps j'ai fait du type beat en fait et j'ai vu que en fait, j'ai voulu par moi-même développer en fait cet univers artistique. Et je voulais vous demander à vous en tant que professionnel avec votre expérience, comment c'est quoi le processus en fait pour développer cet univers et par exemple combien de temps ça peut prendre ou voilà quoi. Alors, en tant que compositeur, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est rapproche-toi plutôt d'un artiste rap Oui, bien sûr. avec qui tu as envie d'évoluer, où artistiquement vous vous comprenez. Ensemble, vous devez trouver une direction artistique que toi, tu vas développer à travers tes compos, que lui, il va pouvoir développer dans sa proposition de flow, de thème, etc. Pour moi, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Parce que en tant que compo, faire des type beats toute ta vie, la vérité, c'est pas là où tu vas faire les meilleurs placements. Parce qu'un type beat, le concept, c'est de faire un son qui ressemble à. Donc, c'est pas du tout ta patte artistique. Et là, par exemple, un des compos avec qui je suis en train de travailler en ce moment, qui s'appelle Cause Beats, qui est entre autres le compositeur de Goutte d'eau de Nino, bah lui, on est en train de développer quels sont ses skills en particulier qui font que tu as envie d'aller bosser avec ce mec-là. Lui, sa force, c'est qu'il sait générer de l'émotion, peu importe la typologie d'instru qu'il va faire. Quoi qu'il arrive, il y a un côté un peu nostalgique, émotionnel, où tu es dans une puissance un peu au même titre qu'un Hans Zimmer avec du son par l'image. Et ça, c'est ce qu'on doit développer. Toi, il faut que tu arrives en tant que compo à te dire ok, qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je veux faire genre du Ghost Killer track en mode que entertainment, banger, etc. Il faut que tu trouves ce qui te parle à toi et développe-toi à travers la progression d'un artiste. C'est mon conseil. Après, moi, je te conseillerais aussi d'en rencontrer aussi des plus vieux. Ouais, voilà. Et du coup, ce qui peut être intéressant, par exemple, voilà, la capsule, on parlait tout à l'heure pour les rappeurs et tout machin, mais ça peut être hyper pertinent pour toi. Nous, on travaille avec plein de beatmakers, dont des mecs qui ont maintenant 40 ans et qui produisent depuis qu'ils ont 13 ans. Donc, des mecs qui produisent depuis très longtemps et qui se sont aussi trouvés et qui ont une patte.
et qui ont une patte, voilà, il y en a qui font des trucs hyper solaires, il y en a donc c'est hyper intéressant de voir comment eux aussi, ils ont peut-être, comme elle dit, sans se rapprocher forcément de un gars, mais au début de se rapprocher de plusieurs collectifs, et du coup d'avoir vu plusieurs rappeurs, eux, ça leur a permis à eux de commencer à exister aussi tout seuls par rapport à ce qu'ils sont, et de se développer comme ça. Donc à l'occasion, voilà, il faut qu'on te présente des mecs aussi. Bah, ça se termine par des propositions et des présentations, donc c'est très bien. On va s'arrêter là, on a un petit peu débordé, on s'excuse évidemment pour le problème technique qu'il y a eu tout à l'heure. Merci d'être venus, nombreuses. Moi je tiens à remercier très très fortement Julie, Lisa et Pauline d'avoir... voilà. Merci à vous. Le métronome pour l'accueil, vous évidemment pour la présence, Level Up pour la captation. La prochaine rencontre qu'on organisera avec Octopus et le métronome, on fera intervenir Julien Philippe, qui est un professionnel qui travaille sur la monétisation des contenus vidéo. Cette fois-ci, on le fera en visioconférence, ouvert sur l'ensemble de l'Occitanie. Donc vu que vous vous êtes inscrits, je vous enverrai les liens dans vos boîtes si ça vous intéresse. Et ce sera le 19 avril. Donc merci beaucoup, on vous libère. Ce soir, il y a Benjamin Hubs qui joue au métronome. Merci. Juste pour faire un peu de promo aussi, c'est le 29 avril, c'est ça. Le 29 avril, on fait la finale Buzz Booster au Phare. Donc si vous voulez appréhender, voir comment ça se passe, un tremplin en live, ça peut peut-être être le moment de passer au Phare. Alors oui, ce sera ouvert, gratuit, et après il y aura Slimka qui jouera aussi. Du coup. Yes. Merci beaucoup. Merci.